Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une figure incontournable de la course en montagne française, un profil qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur On Your Marks, un athlète qui a marqué son temps, non seulement par son palmarès impressionnant, mais aussi par la longévité de sa carrière. J'ai nommé Julien Rancon. Julien, c'est plus de 20 sélections en équipe de France, plusieurs titres de champion de France de course en montagne et des performances de très haut niveau sur tous les formats, du court au long, sur cross, sur marathon, sur route et avec plein d'autres défis. Mais Julien, c'est aussi une expérience dans la course en montagne, une expérience dans la course à pied, car il est également coach de plusieurs athlètes de très haut niveau. Ce que je trouve encore plus fort avec Julien, c'est la manière dont il a construit sa carrière. Avec intelligence, passion et une régularité assez bluffante, il fait partie de ces athlètes qui ont su durer, évoluer, s'adapter, tout en gardant un niveau d'exigence rare et toujours en conservant le goût de la course à pied. Dans cet épisode, on a parlé de son parcours évidemment, mais aussi de la place qu'a pris la course à pied et surtout la course en montagne dans sa vie, de son rapport à l'entraînement, à la préparation physique, à la préparation mentale, de l'évolution du sport de ces dernières années et de sa transition vers un rôle d'entraîneur, désormais auprès de plus jeunes coureurs prometteurs. Bref, c'est un épisode passionnant avec quelqu'un qui a un regard lucide et humble sur la performance et une vraie expérience à transmettre. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode et je vous invite comme toujours à le partager si la discussion vous a plu. Mais juste avant de commencer l'épisode, je tenais à adresser un grand merci à Distance qui soutient désormais On Your Marks. Si vous courez, que ce soit sur piste, route ou trail, Distance c'est la boutique dont on a tous rêvé un jour. Distance c'est vraiment une équipe de passionnés qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent la pratique, les produits, alors ils sauront forcément vous conseiller. Ils ont 4 boutiques, à Paris, à Lyon, à Copenhague et même à Iten au Kenya, et aussi un site internet. Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit pour courir, vous le trouverez forcément chez Distance. Salut Julien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir discuter avec toi. Je sais que tu es intervenu assez souvent sur différents podcasts, différents médias, mais je pense qu'on va avoir une discussion assez intéressante et assez originale aujourd'hui. Du coup, Julien, toi, tu as un double profil que je trouve personnellement très impressionnant. Tu es à la fois athlète de haut niveau avec un super palmarès qu'on va avoir l'occasion de découvrir un petit peu tout au long de l'épisode. Et tu es aussi entraîneur aujourd'hui. Entraîneur à la fois sur des profils plutôt haut niveau et à la fois sur des profils plutôt amateurs. Donc, c'est assez intéressant. Et depuis quelques temps, avec On Your Marks, moi, j'invite des entraîneurs reconnus pour leur donner la parole et capter un petit peu leur vision, leur philosophie de l'entraînement aujourd'hui en 2025. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien qu'on réussisse à capitaliser pour que, je sais pas, dans 30 ans, 40 ans, quand on se demande « Tiens, c'était quoi de s'entraîner en 2025 ?» En fait, on puisse savoir ce que c'était. Et du coup, c'est en majorité de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, avant qu'on se mette vraiment à parler du corps de l'épisode et de toutes les questions que j'ai à te poser, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter et nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, ton parcours, d'où tu viens et quel est ton lien avec le sport ? Salut Mathis et bonjour à tous. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement. Alors pour me présenter, je suis Julien Rancon, j'ai 44 ans. Je suis originaire du Massif Central, de la Haute-Loire précisément, un petit village très rural. Je suis même fils de paysan et fier de l'être parce que c'est quelque chose qui est important. On est proche de la nature, proche de la terre et je trouve que c'est des belles valeurs de travail et de rigueur qui sont véhiculées par ces métiers-là aujourd'hui. Voilà, après j'ai un frère et une sœur. Okay. J'ai fait mes études. Ils sont sportifs aussi ou pas du tout ? Oui, mon frère est toujours coureur, mais beaucoup plus amateur, on va dire. Okay. Et ma sœur, qui était peut-être la plus douée de la famille, elle n'a pas vraiment poursuivi. Elle a couru quand elle était très jeune, mais non, après elle a bifurqué sur d'autres registres. D'accord. Et du coup, alors toi, Julien, qu'est-ce que tu as comme parcours ? Parce qu'aujourd'hui, tu es coach, tu es entraîneur. Enfin, tu pourras me dire si c'est vraiment ça ton métier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours depuis que tu es jeune jusqu'à maintenant et avec tout ce que tu as fait un peu dans ta vie ? Et alors moi j'ai déjà fait un lycée où j'étais, alors c'était pas vraiment un sport-études, c'était une classe sport, donc j'étais en classe sport athlé au Puy-en-Velay, avec mon premier entraîneur qui était mon prof de PS et avec qui
j'ai beaucoup appris. C'est lui qui m'a, je pense, donné cette envie de partager et de comprendre tout ce qui a trait à l'entraînement. Ouais. Donc j'étais interne, donc ça m'a aussi construit sur le plan personnel parce qu'on découvre plein de choses quand on sort de sa campagne pour arriver même si le Puy-en-Velay est une petite ville, c'est quand même des choses totalement différentes. C'est grand pour toi. Oui, c'était déjà une grande ville. Donc puis la vie en internat, c'est toujours particulier. En tout cas, pour moi, c'est des super souvenirs et ça m'a aussi construit. Et puis après, j'ai fait la fac de sport à Clermont-Ferrand. Alors bon, c'était les anciennes dénominations, mais moi j'étais dans le registre, j'ai fait un DUG, puis une licence entraînement sportif. Ok, donc l'équivalent du STAPS aujourd'hui, en gros, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. Donc en STAPS, il y a plusieurs filières. À l'époque, il y avait les trois filières principales, c'était éducation, entraînement et marketing. Donc moi j'étais plutôt dans la filière entraînement. Ensuite, j'ai passé une maîtrise, donc qui correspond aujourd'hui au Master 1, et puis un DESS qui s'appelait Ingénierie de l'entraînement sportif à l'Université de Bordeaux, donc qui correspond aujourd'hui au Master 2. Voilà, donc ça m'a toujours intrigué de comprendre ce que je faisais à l'entraînement et pourquoi je le faisais. Et du coup, ça m'a paru naturel de m'orienter dans ce domaine-là. Ok. Et après, c'est sûr que dès qu'on commence à baigner dans ce milieu-là, on commence à entraîner au début des copains, et puis petit à petit, ça devient de plus en plus Parce que toi, tu as professionnel. Tout de suite fait ça en fait. Tu as fait ces études-là et tout de suite, tu es devenu coach, ou alors il y a eu une partie où tu as travaillé, ou alors tu t'es directement concentré aussi sur ta carrière d'athlète. Enfin, ça a été quoi un petit peu le cheminement En fait, après les études ? Ouais, en fait, j'ai commencé vraiment ma carrière à haut niveau à la fin de mes études. Ouais. J'ai été international junior en 1999, donc ça date un petit peu. Et donc j'étais en première année de fac de mémoire. Donc j'avais déjà entamé mes études dans l'entraînement. Mm-hmm. Et puis à la fin de mes études, c'est vrai que j'ai commencé à être sélectionné en équipe de France senior de course en montagne. Ouais. Et j'avais quand même la volonté de poursuivre dans ce domaine-là, d'essayer de voir où le haut niveau pouvait me mener. Donc j'ai essayé de trouver, on est tous un petit peu pareil, on essaye de se démerder un petit peu à droite à gauche pour trouver des boulots qui sont pas trop prenants, qui permettent d'avoir des bonnes conditions d'entraînement, mais bon, il faut bien gagner sa vie aussi. Surtout dans un sport aussi peu financier que la course à pied en plus. Ah oui, totalement. Ça paye pas trop, ouais, totalement. Il y avait des toutes petites primes de course et les sponsors, c'était encore bien différent de ce qui se fait aujourd'hui. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai bidouillé, j'ai fait quelques petits boulots à droite à gauche, et puis après, j'ai eu la chance de rentrer dans un club qui était l'ACO Firminy à côté de Saint-Étienne, où j'ai eu l'opportunité de travailler pour la ville, au service des sports. Donc j'étais éducateur sportif. Okay. Donc la ville me détachait un petit peu. J'avais des bonnes conditions d'entraînement, je travaillais pas à plein temps, donc j'avais tout sur place pour m'entraîner. Et c'était assez favorable. Donc ça, j'ai passé 6 ans à faire ça, donc à être au service des sports de la mairie de Firminy. Mm-hmm. Et après, il y a eu encore... après, alors en même temps, je commençais à entraîner quelques athlètes malgré tout, que ce soit au club ou plutôt des copains. Ouais. Et puis la fonction publique, ça, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu ma dose. C'était... donc j'ai arrêté ce travail-là et j'ai lancé alors à l'époque, c'était une auto-entreprise toute simple. Et dans le coaching, c'était le début du coaching un peu à distance. Il y avait très peu de gens qui le faisaient. C'était quand ça à peu près ? C'était en 2011 exactement. D'accord, ouais, donc le début d'Internet grand public, exactement. Tu pouvais faire ton nom toi-même, ce genre de choses là quoi. Ouais, voilà, on était, moi je me rappelle au début, on était spécialisé dans le trail, on était 4-5 maximum. Ouais. On était encore l'entraînement était très focalisé sur les entraîneurs de club, sur place. Et finalement, je pense que je n'ai pas été un des premiers, mais en tout cas dans les premiers à faire ce job-là. Un précurseur, un visionnaire. Non, pas forcément un visionnaire, mais en tout cas, j'ai saisi l'opportunité. Ouais. C'était aussi, ça me permettait aussi de gérer mon temps, de vivre de travailler plus ou moins où je voulais. Donc ça me permettait aussi de garder des bonnes conditions en entraînement. En 2011, j'avais 31 ans, j'étais encore t'étais au prime, en pleine force de l'âge et j'étais en train de transitionner un petit peu plus sur des longues distances, donc j'avais aussi besoin d'un peu plus de temps.
Parce que malgré tout, les longues distances, ça prend un peu plus de temps que bien sûr. les courtes distances. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu te définis toi-même? Est-ce que t'es encore entraîneur? T'entraînes toujours des athlètes? T'entraînes quel genre d'athlète en ce moment? Alors, dans mon activité professionnelle de coach, j'ai pas beaucoup changé, même si aujourd'hui j'ai moins d'athlètes parce que j'ai une autre activité à côté. Mais j'ai des athlètes de club, j'ai des athlètes, une grande majorité, c'est des athlètes particuliers, de tout niveau. Ouais. De tout niveau compétiteur, malgré tout, je fais pas de la remise en forme t'es sur des gens qui ou sont de la quand perte de même, poids, je suis vraiment dans l'aspect compétition malgré tout. Donc de tout niveau jusqu'à l'élite, j'ai eu des médaillés mondiaux que j'ai entraînés ou que j'entraîne encore. Ouais. Et après c'est majoritairement du trail, mais j'ai quand même ça s'équilibre un petit peu aujourd'hui entre des pistards, routards, beaucoup de la route et le trail, c'est à peu près. Ça va être presque moitié-moitié. Ah oui, d'accord. Ok. Ça, on va avoir l'occasion d'y revenir justement sur les différences entre les disciplines. Comment est-ce que tu entraînes un trailer, un poids en montagne, un pistard, un routard. Ça va être une des parties qu'on va aborder juste après. Et si on revient donc un peu plus spécifiquement sur toi et ta pratique, est-ce que tu peux me raconter un peu, je sais pas, par exemple, comment est-ce que tu t'es mis à courir en montagne? Parce que c'est quand même un truc, aujourd'hui c'est un peu commun, enfin il y a eu un énorme coup de pub sur le trail, enfin les gens sont vachement sensibilisés à ça, mais à l'époque c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, j'imagine. Et du coup, comment est-ce que toi tu t'es mis à courir en course en montagne, qui est pas encore la même chose que le trail? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ta carrière, les courses importantes que tu as faites, ton palmarès sportif? Et alors moi, j'ai toujours vécu à la campagne, donc courir sur des chemins, c'était mon quotidien, je le faisais tous les jours. Donc finalement, même avant que l'appellation trail arrive, il y a beaucoup de gens qui le faisaient, et donc je fais partie de cela. Mais bon, j'ai eu une pratique quand même de l'athlétisme assez traditionnelle malgré tout. J'ai toujours fait du cross et de la piste au départ. En fait, j'ai commencé à courir parce que mon père courait. Alors à l'époque, c'était encore plus rare parce que c'était un paysan qui courait. C'est ce que j'allais te poser comme question. Comment est-ce qu'il faisait pour courir en étant Alors paysan? il courait, c'était un bien grand mot. Il s'entraînait 1 ou 2 fois par semaine et plus quelques compétitions locales autour de la maison. Ouais. En plus, on avait des vaches laitières, donc c'est quand même une activité très prenante tous les jours, 365 jours par an. Et donc c'était un peu anodin, un paysan qui court à l'époque. Et moi, je suivais sur les courses enfants en fait, auxquelles il participait. Il y avait toujours des petites courses pour les jeunes. Donc j'ai vraiment commencé à courir de cette manière, et notamment dans la course de mon village, qui avait lieu toutes les années. C'était une des premières courses hors stade du département. Ok. Donc le village s'appelle Tence, c'est un tout petit village à l'est de la Haute-Loire. Et puis de fil en aiguille, au collège, j'ai commencé à pratiquer un peu l'UNSS. Puis l'UNSS, après tu te prends au jeu, donc tu prends une licence dans un club. Alors dans un département rural, c'est pas toujours facile parce qu'il y avait très peu de... Il peut y avoir beaucoup de clubs, ouais. Non, il y a toujours très peu de clubs, mais à l'époque c'était encore pire. Ouais. Donc j'ai pris ma première licence en 1994 à un petit club qui s'appelait Courir en Amblavez. D'accord. Qui existe encore aujourd'hui, mais c'était vraiment un club hors stade. Et après, ma pratique elle a évolué quand je suis arrivé à l'UIC, comme je te disais tout à l'heure, avec cette classe sport. Et là, je pratiquais toutes les disciplines. Ouais, c'était pas une classe, c'était une classe sport en général, c'était pas une c'était classe une classe sport, athlée quand même. Ah, athlée, ouais. Athlée, ouais. Ok. On était très peu nombreux, mais c'était une petite classe athlée. Donc là, j'ai commencé à pratiquer un peu toutes les disciplines, et puis j'aimais bien un peu tout. Je faisais du saut en longueur, des... Bon, même si mes courses de prédilection, c'était le demi-fond. Et puis, donc à cette époque, j'étais trop jeune, c'est des catégories minimes, cadets, il n'y avait pas vraiment de course à montagne à l'époque. Ouais. Et j'ai démarré quand je suis arrivé en catégorie junior. Alors, c'est tout simple, c'était un copain à moi de la Haute-Loire qui avait été sélectionné en équipe de France. Et ça m'avait fait rêver, bien sûr. T'avais envie d'y être. Et je me suis dit, putain, lui, c'est beau ce qu'il fait. Il a fait des championnats du monde à Édimbourg, en Écosse. Ouais. Et je le voyais. Alors c'est très différent d'aujourd'hui. On n'avait pas tous les réseaux sociaux, tout Internet et tout. C'était la presse papier à l'époque, le journal local, les revues spécialisées. Alors, on attendait que tous les résultats sortent pour voir un peu ce qui s'était passé dans le monde de la course à pied.
Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais pas m'entraîner pour... parce qu'à l'époque, c'était difficile de trouver des entraîneurs spécialisés là-dedans. Ouais. Lui, vu qu'il avait été international, je me suis dit, tiens, il peut peut-être m'aider un petit peu. Il Et... va pas être trop mauvais là-dedans, quoi. Ouais, il doit pouvoir me donner 2-3 conseils. Donc, il m'envoyait des plans par la poste. Ça, c'est énorme. Parce qu'on n'habitait pas... C'est loin Nolio et Strava. Ah, oui. Ça date, hein. C'était l'ancêtre de ces applications-là. Ouais. Et donc j'ai préparé le championnat de France junior en 1998, donc c'était junior 1. En plus c'était à côté de chez moi, en Ardèche, c'était un département frontalier. Et puis là, c'était un peu le coup de foudre. Ah oui, ça m'avait fait rêver, mais j'ai adoré dans la pratique. Ok. Alors j'avais fait 8 ou 9e, voilà, c'est l'époque de Raymond Fontaine, les frères Burier, ça te parle peut-être pas, moi, mais ça va pas me parler malheureusement. les Raymond Fontaine, c'est la légende de la course en montagne française, 8 titres de champion de France, donc lui il avait un an de plus que moi, c'est la même génération. Ok. Donc là j'avais loupé le coche pour les championnats du monde, mais j'ai retenté ma chance en junior 2, puis c'est passé. Okay. J'avais fait vice-champion de France junior en 1999 aux Arcs. Là, ça a été et donc là, c'est le début d'une grande aventure. En fait, j'ai première sélection, des championnats du monde en Malaisie en plus, tu vois, un voyage. Moi, j'avais jamais pris l'avion. De la campagne, aller en Malaisie, ça doit être lunaire. Ah oui, c'était. En plus, on avait fait un stage à La Réunion. C'était inimaginable. Moi, je te dis, j'avais jamais pris l'avion. Et puis avec une super équipe, que ce soit l'équipe junior ou même les seniors, à l'époque on était assez proche de l'équipe senior, il y avait vraiment une ambiance conviviale. Alors il y a toujours cette ambiance là, c'est toujours caractéristique de ces disciplines, mais voilà, de voir ces idoles entre guillemets, et les côtoyer, puis de voir que c'était des gens d'une simplicité et d'une gentillesse incroyable. Là je suis tombé encore sous le... Donc là t'as su que tu voulais vraiment faire ça pendant très longtemps, quoi. Ah oui, là je me suis dit ça ça sera ma discipline, quoi. Ok. Et après du coup t'as eu quoi comme autre évolution après dans... Après la transition junior senior elle est quand même assez difficile. Il y a pas de catégorie, il y a pas de championnat pour les catégories espoirs. Alors j'ai rebifurqué ponctuellement sur la route, j'ai fait un match international sur route sur semi-marathon en espoir. Ok. J'avais couru une 7 à l'époque. Ce qui était solide. Espoir, sans carbone et tout, ça devait être pas mal. Ouais. C'était une autre époque. J'avais gagné le match international d'ailleurs. Ouais. Et puis après, dès ma première année senior, j'ai regoûté à l'équipe de France senior. Donc, première sélection senior, de nouveau un super voyage. C'était ce qui te plaisait le plus entre les voyages. Au début de ma carrière, j'ai eu une chance énorme, l'Alaska. Ah ouais. Deuxième sélection Alaska. Ok. Voilà, j'avais fait 3e au championnat de France. Et c'était une surprise parce que je pensais pas encore avoir le niveau pour arriver si vite en équipe de France. Ouais. Et après c'était parti. J'ai pas loupé beaucoup de sélections entre. Donc ça c'était 2003. Ouais. Entre 2003 et 2023, ma dernière sélection. Il y a eu quasiment toutes faites. J'ai fait toutes les années, sauf peut-être 2004 où j'ai peut-être eu un péché d'orgueil. Je me suis dit ça y est c'est parti et j'ai loupé le coche. Mais après 2005 c'était parti. Donc là ma troisième sélection c'était la Nouvelle-Zélande, donc tu vois. Putain. Malaisie, Alaska, Nouvelle-Zélande, c'était mes 3 premières sélections. Après il y a eu du changement, ça a été beaucoup plus en Europe, mais non, c'est incroyable. Ouais, mais en fait on parle de Maïeddine Mekissi comme étant l'un des plus beaux palmarès de l'athlète français, mais en fait Julien Rancon c'est pas mal non plus, quoi, en termes de nombre de sélections. J'ai pas de médaille olympique ou... C'est sûr. En même temps c'est pas une discipline olympique. Non. Donc c'est sûr. Donc après, donc aujourd'hui j'ai eu 34 sélections, si je dis pas de bêtises, en équipe de France, ce qui est plutôt pas mal, ouais. Les principaux résultats, j'ai fait dès 2006, j'ai fait médaille de bronze au championnat d'Europe de course en montagne. Alors ça c'est quelque chose qui paraît banal peut-être, mais entre 2006 et 2022, il n'y a eu aucun homme français qui a fait une médaille au championnat d'Europe de course en montagne. Ça montre quand même la difficulté d'atteindre une médaille individuelle sur un championnat d'Europe de course en montagne. Ok. Donc moi en 2006 et le suivant ça a été Sylvain Cachard qui c'est ce que j'allais te poser comme question. Qui a gagné en 2022. Ouais. Donc tu vois, il y a eu 16 ans sans médaille individuelle française, donc il y a eu une grande traversée pas du désert, mais parce qu'il y a eu des bons résultats, mais voilà, c'est pas quelque chose de facile. Ouais. Et puis, alors moi j'ai fait un peu toutes les places dans les championnats d'Europe du top 10, j'ai fait 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, je pense que j'ai fait à peu près toutes les places, ouais.
Et j'ai jamais eu d'autres médailles en course en montagne. Je suis passé pas loin. En 2010, j'étais battu au sprint, j'ai fait 4e. Merde. Voilà, par des athlètes. Alors, c'était la grande génération des athlètes italiens et des Turcs à l'époque. Ouais, j'allais te poser la question. C'est qui un peu qui domine un peu j'imagine que ça change de temps en temps, mais il y a une nationalité qui se démarque des autres. Oui, alors en course en montagne, la grosse nation européenne, c'est l'Italie, hein, Ouais. qui a eu c'est le logique en même temps. grand nombre de médailles individuelles et par équipe, où ils ont été très structurés très tôt. Ils ont eu d'un corps des eaux et forêts, la forestale, qui a accueilli les athlètes et qui les détachait à plein temps. Donc ils avaient vraiment Ils ont mis les moyens sur cette discipline, quoi. des Ok. super conditions d'entraînement, et finalement les résultats ont suivi. Et puis il y a eu une époque où il y avait les Turcs qui étaient très très forts. Ouais. Il y a Arslan Ahmet qui a gagné 6 fois les championnats d'Europe consécutifs. Ça te Je parle pas connais non pas plus, non plus. mais c'était une légende de la course en montagne européenne. D'accord. Voilà. Et puis dans les années 2010, j'ai commencé à me tourner un peu plus vers le trail. Mhm. Alors je pratiquais les deux disciplines. On va expliquer juste après un petit peu la course en montagne, qu'est-ce que c'est Ouais. et là-dessus. Mais oui, du coup, tu as commencé à aller un peu plus vers le trail. Ouais, et du coup, j'ai eu des sélections aussi en Ouais. trail. Et donc là, j'ai eu 2 médailles mondiales. Ok. En 2013, médaille de bronze au Pays de Galles. Ouais. Et en 2019, médaille d'argent au Portugal. Ok. Super, t'étais content? Ah bah là, alors, il me manque une médaille d'or, tu me diras, parce que, Ouais. mais oui, c'est quand même des consécrations. En plus, il y a des médailles à chaque fois par équipe, donc Ouais. donc ça, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur et qui est important. Et puis au milieu, voilà, j'ai pris quelques titres de champion de France de course en montagne, 4 fois, et de trail court et trail long. Et sur route, sur piste, sur cross, t'en as toujours un peu fait, mais t'as jamais voulu trop t'engager là-dedans? T'as eu des chronos, des places aux élites ou des choses comme ça, ou pas tellement? Alors sur piste, non, pas du tout. J'ai fait des championnats jeunes, mais depuis les championnats jeunes, Ouais. j'ai pas fait d'autres championnats. En cross, j'ai eu une longue période où je n'ai pas fait les crosses. Ok. En fait, c'est j'avais une marrant, vision ça. différente de l'entraînement. Ouais. L'hiver, c'était plutôt faire du volume. Donc je faisais pas de cross. D'accord, c'est marrant, t'es un des premiers coachs un peu de ta génération qui faisait pas les crosses que je rencontre. Parce qu'il y avait un Ouais. peu cet adage de dire l'hiver, c'est les crosses. Ouais, c'est les crosses parce que le cross c'est déjà une belle discipline et c'est Ouais, bien sûr. une discipline universelle. Mais moi, alors je faisais essentiellement de la course en montagne. Donc la course, on y reviendra peut-être plus Ouais. tard, mais c'est des disciplines qui sont relativement intenses. Et l'hiver, dans ma logique de planification de saison, je me disais, c'est peut-être plus intéressant de faire un peu de volume, moins d'intensité, et ce qui est logique, hein, on va en général du général vers le spécifique. Ouais. Et donc je faisais mes intensités plus proches des compétitions. Et donc non, j'ai pas fait beaucoup de cross pendant une dizaine d'années, et j'ai pas fait énormément de route non plus. En fait, la saison de montagne, elle s'étendait quand même de avril à octobre. Ah oui, c'est long. Ouais. Et alors, on avait des circuits nationaux, on avait une Coupe de France, on avait des circuits internationaux, une Coupe Ouais. du Monde. Donc finalement, on était pas mal pris. On avait aussi 2 championnats dans l'année, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On avait un championnat d'Europe et un championnat du monde toutes les années. Ouais. Donc quand tu es focalisé là-dessus, finalement, tu n'as pas beaucoup d'occasions de te... Ouais, tu peux pas être bon toute l'année, tout le temps, sur toutes les disciplines. Du coup, t'étais très concentré sur la course en montagne. En Ouais, c'est ça. fait. Ok. Et après, je suis revenu sur le cross et la route, plutôt dans ma deuxième partie de carrière, on Ouais. va dire. Une fois que j'ai eu quand même un volume global Ouais, de toutes ces années qui était important, et une base foncière qui était moins à refaire chaque année. Ouais. Je suis revenu plus sur des distances plus courtes Et- pendant l'hiver. Et t'arrives à te faire plaisir du coup sur route, sur les crosses, tout ça. T'as Ah oui, réussi mais un c'est- petit peu à c'est- retranscrire aussi ton haut niveau en course en montagne et trail là-dessus. Ah bah beaucoup moins malgré tout, Oui, mais oui, forcément. je l'ai toujours fait avec plaisir. Alors quand je le faisais pas, c'était pas parce que je prenais pas de plaisir, c'était Mhm. plus, j'étais focalisé sur ma planif, et j'essayais de pas trop m'éparpiller. Mhm. Et en fin de carrière, tu reviens sur un peu l'essentiel, le plaisir. Ouais, bien sûr. Puis aussi la variété dans la pratique, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Mhm. C'est ce qui m'a permis aussi de durer toutes ces années, je pense. C'est une des clés Ouais. de... Ah, c'est justement une question que je te poserai un peu plus tard dans l'épisode. Et puis,
Puis on a aussi pas mal entendu parler de toi, alors corrige-moi sur la date, mais en 2020-2021, quand tu avais fait le marathon de Paris, si je dis pas de bêtises, c'est ça la date? C'est 2017. Ouais. Je dis des conneries, c'est 2017, où tu avais fait un super chrono à l'époque, tu avais fait un 2:20 où tu étais collé aux féminines, et du coup en fait on ne voyait que toi sur la télé française, où tu étais aux premières loges, et c'était incroyable, non, ce marathon? Ah oui, incroyable, c'était mon premier marathon, marathon Ouais. de Paris, déjà Qui est pas facile. qui est pas facile sur le plan du parcours, mais c'est un super marathon au niveau de l'ambiance, et Ouais. c'est vrai que quand on est français, on est toujours un peu plus suivi que quand on va faire un marathon étranger. Et puis ouais, je découvrais la distance, j'avais une préparation un peu bancale, on va dire, parce que j'avais des petits problèmes de contracture musculaire sur les mollets pendant Ok. l'hiver. Et ouais, j'étais parti sur les bases de 2,20, j'ai fait 2,20, pas dans le confort, mais je me suis pas Ouais. mis en grande difficulté, j'ai fait Putain, c'est une incroyable. 10, une 10, voilà, malgré la deuxième partie qui est quand même un peu plus dure à Paris. Ouais. Qui était un peu plus dur, je suis pas allé. Toujours, je te confirme, c'est toujours plus dur. Voilà, bah, j'avais couru notamment avec Nicolas Navarro à l'époque. Ok, ah ouais, c'est marrant. C'était Qui l'époque était où il pas était- connu encore. Ouais. Non, c'était vraiment, il démarrait lui aussi, et il a beaucoup progressé après dans les marathons suivants, mais Ouais. on avait fait cavalier avec les premières féminines, donc en effet, on avait, Putain, c'est on avait fait génial. la une de France 3 C'est trop bien. sur la tête de course féminine. Surtout 2h20 en plus à l'époque, c'était. Enfin, aujourd'hui, c'est sûr, le niveau il a beaucoup augmenté. Il y a plus de gens qui s'entraînent, il y a des chaussures qui ont un peu tout changé. Mais 2:20 en 2017, c'était quand même sacrément costaud, non, à l'échelle nationale. Oui, alors T'étais je pas peux élite, mais non, je sais t'étais- plus exactement quelle place j'avais au bilan, mais je pense dans les 15 premiers, sans Ah, problème. putain, c'est Ouais. solide, hein. Bravo. Ouais, ouais. Et là, aujourd'hui, du coup, tu continues à courir, tu continues à faire beaucoup de compétitions, à avoir un peu profil course en montagne, ou t'es un peu plus route, plaisir Alors ponctuel. bon, là j'ai un problème au tendon d'Achille, Ouais, donc petit pépin, ouais. j'ai un peu moins de compétition Ouais. j'ai eu un peu moins de compétition ces 6 derniers mois, mais oui, je continue à courir avec grand plaisir et à varier les pratiques, comme je te disais tout à l'heure, encore Mhm. plus qu'au début de ma carrière. J'étais au marathon de Valence, j'ai fait les crosses ces dernières années, j'ai fait des 10 km, un Ouais. peu plus qu'à l'époque. Tu fais ce que t'as envie de faire, quoi. Ouais, bah, de toute façon, c'est la clé, hein, je pense, le plaisir de Ouais, je pense aussi, ouais. pratiquer. Bah écoute, merci beaucoup Julien pour un peu cette présentation et nous avoir expliqué d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours. Avant qu'on parle plus spécifiquement de l'entraînement et de l'évolution du sport, j'aimerais qu'on revienne sur toi et ton profil de course en montagne et de trail, et le fait aussi que tu arrives à jongler de manière assez efficace entre des courses avec beaucoup de dénivelé, très techniques, et en même temps des choses plus plates, plus axées sur la vitesse. Donc toi, tu es un spécialiste de la course en montagne, mais aussi un très bon coureur sur route et en cross, comme tu viens de nous l'expliquer. Tu continuais à performer à très haut niveau il n'y a pas si longtemps. Tu as même battu des records il n'y a pas si longtemps que ça. On n'en a pas parlé, mais sur 10 km, tu as battu ton record il y a 1 an ou 2, c'est ça à peu près, je crois, à Villeurbanne. Ouais, il y a 2 ans à peu près. Ouais, je tu pense. fais moins de 30, c'est ça? Ouais, 29-43. Alors bon, c'était à l'époque des chaussures, c'était déjà l'époque des chaussures Ouais, mais magiques entre guillemets. quand même. Donc ça change. C'est vrai que j'aurais bien aimé le faire À plat. sans chaussures, avec les chaussures traditionnelles de l'époque. Les gaufres, les crêpes de Mais j'y l'époque. suis jamais vraiment arrivé. Alors bon, je me suis pas attelé non plus Ouais. ardemment, on va dire, mais c'était un de mes rêves et de faire moins de 30. Donc Ouais. bon, même si c'est avec des chaussures, je le prends. Tu prends, ouais. Il faut tout prendre. Et- Non, mais c'est super. Et en plus, pour moi, tu fais un peu partie des ovnis du paysage de la course à pied, parce que voilà, tu as montré qu'on pouvait faire plein de choses, qu'on pouvait être bon dans plein de domaines. Tu montres aussi aujourd'hui que... Bon, après, oui, là, 29-43 aujourd'hui, c'est presque banal. Hein, mais... Ouais, mais ça reste bon quand même. Voilà, oui. Ça reste... et moi, j'aimerais faire 29-43. On y travaille dur, mais j'aimerais le faire, tu vois. Donc non, moi, je trouve ça personnellement assez bon. Mais en tout cas, tu as montré qu'on pouvait faire plein de choses et que... on pouvait se tester sur plein de disciplines différentes, que l'âge aussi, mine de rien, ça joue, mais que toi, tu arrives quand même à tirer ton épingle du jeu, que t'as plus 20 ans, mais que tu sais quand même courir assez vite. Et du coup, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ça, ce qui, selon toi, fait que tu as un profil assez atypique. Déjà, la première question que je voulais te poser, parce qu'on en a un peu parlé, mais on a dit qu'on allait expliquer, c'est quoi la course en montagne exactement? C'est quoi la différence entre la course sur route et plus spécifiquement
C'est quoi la différence avec le trail en fait? Parce qu'on parle beaucoup de trail, mais toi tu mentionnes bien la spécificité de la course en montagne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça consiste? Ouais, bah, la course en montagne, c'est déjà une discipline très athlétique. Mhm. C'est une discipline qui est plus ancienne que le trail, hein. Les premiers championnats du monde ont eu lieu en 1985. Ok. Les premiers championnats de France, c'est en 1989. Alors, c'est relativement récent, mais c'est plus ancien que le trail. Les premiers championnats de France de trail, c'était dans les années 2000. Le premier, sur une journée, c'était en 2013, mais ça a dû démarrer par étapes en 2010. Ok. Donc, tu vois, il y a quand même eu une vingtaine d'années d'écart. La course en montagne, c'est une discipline où il y a du dénivelé. Alors, elle est caractérisée... en général, la course en montagne traditionnelle, c'est moins de 20 km. Ah oui, il y a une limite quand même. Ouais, il y a une limite. Alors aujourd'hui, on a de la course en montagne qui s'appelle longue distance, mais la course en montagne traditionnelle, c'est moins de 20 km, Mhm. avec un minimum de dénivelé. Alors aujourd'hui, les normes internationales, c'est une pente moyenne entre 5 et 25%. Mais la pente commune, on va dire, c'est entre 10 et 15% de pente moyenne sur la course. Donc ça fait, Ok. ça fait des formats. Alors on a deux types de formats. Il y a des formats en montée sèche. Oui, ça c'est une spécificité. Ouais. Donc un format typique de montée sèche. Alors aujourd'hui ça a un petit peu changé, mais tout au long de ma carrière c'était des formats 12 km, 1500 mètres, voilà, c'était plus ou moins ça. C'est costaud quand même. Et puis on a des formats en montée descente, alors c'est toujours à peu près la même distance, 12 km avec 800 mètres de dénivelé, entre 700 et 1000 mètres de dénivelé, Mhm. avec une ou plusieurs montées, une ou plusieurs descentes. Donc voilà, les formats traditionnels, c'est de ce registre-là, avec des formats qui sont adaptés aussi aux catégories jeunes. Ah oui, tu as des distances un peu plus courtes pour les juniors. gamins. Ouais. Ouais. Pour les Pareil juniors, pour les femmes. Est-ce que les femmes elles courent la même distance aujourd'hui, pareil les femmes, elles courent la même distance. Ouais. Ça a changé. Alors, je ne saurais pas te dire la date exacte, mais il y a 5-6 ans, Ok. les femmes avaient une distance précédemment qui était plus courte. Ouais. Ça a été équilibré. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Bah ouais, ça a L'équité. aucun fondement donc. C'était plus pour que les temps de course soient à peu près identiques, Oui, mais d'accord, ouais. c'était quand même à moitié bancal, hein, parce que Ouais. c'était pas vraiment le cas non plus. Et voilà, il y a en général un minimum de dénivelé entre le point A et le point bas et le point haut, Mhm. qui est de 300 mètres, et il n'y a pas de notion de semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on peut partir sans rien, sans matériel Ah oui, d'accord, il y a pas d'hydratation ou Ouais. d'alimentation. C'est pas comme ce qu'on voit sur l'UTMB où tu as tout un checkpoint avec tous tes gobelets, tes flasques, ton eau et tout Non. ça. C'est vraiment, tu cours comme tu veux, quoi. Voilà, historiquement, il y a suffisamment de ravitaillement pour que tu puisses partir Ok. avec rien. Ouais. Et les bâtons sont pas tolérés dans les championnats ouais, internationaux. C'est pour ça que c'est quand même des disciplines qui sont athlétiques. Voilà, il n'y a pas de passages qui doivent être trop techniques ou qui doivent nécessiter trop de marche, de par la technicité en tout cas, par la pente. Il va forcément y avoir des passages qui seront à la marche, mais en tout cas, la technique ne doit pas être trop importante. Et voilà, c'est un parcours balisé, il n'y a pas de notion d'orientation. Ouais. C'est bien une marqué. course classique, quoi. C'est une course classique, ouais. Ok. Voilà. La discipline athlétique qui se rapproche le plus, c'est le cross. C'est un cross en montagne avec un peu plus de distance. Ok. Et est-ce qu'il y a, donc j'imagine que en fait le distinguo qu'on peut faire avec le trail, c'est surtout sur la distance, surtout sur ce côté durée d'effort qui est peut-être beaucoup plus longue. Mais est-ce que la course en montagne, par exemple, il y a quand même une condition, un critère de lieu, parce que par exemple, tout à l'heure tu parlais de l'Ardèche, il y a eu un championnat de France de course en montagne en Ardèche, en Ardèche c'est plutôt des petites collines que des vraies montagnes. Est-ce qu'il y a une histoire de ça doit forcément avoir lieu sur un massif, ça doit forcément avoir lieu sur une vraie montagne où il y a de la neige, une station, Non. un truc comme ça? Non, Tant qu'il y a de la pente, ça marche. Voilà, à partir du moment où il y a au moins 300 mètres de dénivelé entre le point A, le point bas et le point haut, c'est possible. Moi, j'ai fait des championnats du monde à Wellington, par exemple. On partait au niveau de la mer. En France, c'est peut-être un peu moins le cas. On a moins de courses qui sont à très basse altitude. Et encore, il y a eu une manche de Coupe de France qui était à Sainte-Maxime, par exemple, sur le Grand Défend. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas forcément sur un massif. Il y a forcément du relief, mais on n'est pas forcément en altitude et pas forcément en haute montagne. C'est la montagne au sens large de. Et est-ce que là je pose des questions un peu génériques sur la discipline parce que les gens sont hyper familiers du trail. La route, ça va de soi, la piste peut-être un peu moins, mais c'est assez facile à comprendre. La course en montagne, c'est une discipline qui, je pense, n'est pas très connue. Est-ce que, par exemple, du coup, vous courez avec des chaussures de trail, j'imagine?
Ou des chaussures de route ou... Ça dépend. Alors au début de ma carrière, non, on courait beaucoup avec des chaussures de route, parce que les chaussures de trail, il n'y en avait pas vraiment. Ouais. Il y avait vraiment une marque ou deux qui faisaient. Aujourd'hui, on court plutôt avec des chaussures de trail. Là, le matériel a énormément évolué. On a des chaussures légères, dynamiques, avec de l'accroche. Ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas au début de ma carrière. Donc on courait avec des chaussures sur route, mais après, par temps sec, sur un parcours qui est très athlétique et pas hyper technique, ça passait. ça passait et ça passerait aujourd'hui, même si y en a de moins en moins qui le font. Mais ça m'arrive de faire encore des courses avec des chaussures de route. Hein. Et est-ce que, par exemple, dans le paysage de la course en montagne, est-ce qu'en fait c'est très spécifique, c'est-à-dire que les athlètes qui vont faire ça sont vraiment des gens qui ne font que de la course en montagne, ou est-ce qu'en fait maintenant il y a une genre de porosité entre les routards, les trailers, les pistards, c'est un peu une... Parce que comme c'est une discipline qui est un petit peu plus courte, j'imagine que ça peut aussi plaire à des semi-marathoniens, des marathoniens, des pistards, des trailers. Quels sont en fait les types de personnes qui font de la course en montagne aujourd'hui ? Il y a un peu tout en fait. Hein. Ouais. Au départ, il y a eu beaucoup de coureurs qui venaient de l'athlète traditionnel. Hein. On a eu des bons marathoniens, semi-marathoniens, bons crossman. Au début de ma carrière, il y avait le champion de France, qui s'appelait Arnaud Fourdin, un gars du Nord, qui avait couru 28,55 aux 10 km, tu vois, et qui avait fait champion de France de course en montagne, qui a été en équipe de France de cross sur les championnats d'Europe. Et puis on avait à l'opposé des hyper spécialistes, Thierry Icard par exemple, qui a été champion de France également. Alors lui, il mettait jamais le pied sur du plat ou sur du bitume, c'était vraiment un pur spécialiste de la course en montagne. Ok. Donc il y avait vraiment ce mélange des genres. Hein. Il y a eu des athlètes qui venaient de tout horizon, on va dire. Ok. Et sur les compétitions internationales, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'entre elles, on n'en voit pas beaucoup, des Kenyans, des Éthiopiens, des Africains. Est-ce qu'en course en montagne, c'est une discipline sur laquelle il y a quand même un genre d'embargo un peu kényan ou pas tellement ? Africains de l'Est, je dirais plus généralement. Les premiers arrivés, ça a été les Érythréens. Ok. Qui sont arrivés sur les championnats internationaux, je dirais, à la fin des années 2000. Donc tu vois, ça fait déjà quand même assez longtemps. Ensuite, il y a les Ougandais qui sont arrivés aussi en force, et les Kenyans, les Éthiopiens qui arrivent. Aujourd'hui, au championnat du monde, il y a quand même une mainmise de l'Afrique de l'Est. Et les Ougandais, notamment, ces dernières années, qui ont trusté les podiums. C'est sûr qu'ils se sont facilement... ils ont mis un peu de temps à s'adapter, mais une fois qu'ils ont compris le principe de ces courses-là, au début, ils arrivaient, ils venaient de la route, ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas tous hyper performants, il y en avait quelques-uns qui arrivaient à passer, mais la majorité encore, ils avaient du mal à percer. Aujourd'hui, ils se préparent spécifiquement, et c'est un petit peu la même chose que sur la route, ils arrivent à dominer les débats. Ouais, c'est juste une question de moyens, de concentration et de temps pour s'entraîner, et après ça roule tout seul pour eux, quoi. Ouais, alors ils restent moins à l'aise dans les courses qui sont un peu plus techniques, un peu plus pentues, où ça sollicite un peu plus la force. Ils sont très forts dans les parcours très athlétiques. Ouais. Mais bon, aujourd'hui on le voit, même sur des parcours techniques, ils arrivent de plus en plus à s'adapter. Ouais, ça y est, ils y arrivent, ok. Et du coup, toi, Julien, tu es capable de courir vite en montagne, mais aussi sur route, sur piste, sur cross. Est-ce que toi, tu es un peu une exception dans ce paysage-là, ou est-ce que tu penses que la course en montagne, elle permet de développer des qualités qui sont transférables un peu partout ? En fait, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, en fait, pour réussir à être fort en course en montagne, qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité ? C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Je pense que la course en montagne, elle requiert des qualités qui sont très variées. Et les qualités à plat, je pense que ça fait partie de ces qualités que la course en montagne requiert pour être performant. Même si ça n'a pas été le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas été... suffisamment performant sur le plat, ou n'a pas forcément essayé de s'y atteler en tout cas. Mais oui, pour moi, la course en montagne, ça requiert des qualités nombreuses et complexes. Les qualités à plat, les qualités techniques, les qualités de force, les qualités d'enchaînement, de montée, descente, tu vois, l'alternance des régimes de contraction, l'alternance du rapport fréquence-amplitude. Il y a plein de paramètres qui sont... Ouais. Qui jouent dans la performance. Après, si on tend vers des distances un peu plus longues, les aspects nutritionnels aussi. Ouais. Donc c'est quand même une discipline qui requiert des qualités variées et larges. Donc
je pense qu'un coureur en montagne, il est quand même, il se doit d'être suffisamment complet. Faut être bon partout, ouais. Et en fait, on a eu aussi des périodes où on avait des spécialistes de la montée et des spécialistes de la montée-descente. Aujourd'hui, les athlètes, ils sont beaucoup plus polyvalents. Mhm. Mais alors les athlètes qui étaient plutôt spécialistes de la montée-descente, ils ont toujours eu besoin de vitesse. Ça a toujours été plutôt des bons crossman. Ouais. Ou des bons routards. Ouais. Parce que quand t'as expliqué qu'il y a 2 types de championnats, alors c'est toujours le cas du coup. Est-ce qu'il y a toujours une année... Enfin moi j'avais participé une fois à des championnats de France de course en montagne et moi c'était un format montée-descente. Mais je sais que l'année d'avant c'était de la montée, l'année d'après c'était de la montée. En fait il y a toujours cette alternance de une année sur 2 tu fais un type de championnat. Alors au niveau national maintenant c'est essentiellement des championnats en montée-descente. Ouais. Au niveau international, ils ont regroupé les 2 formats sur le même événement. C'est-à-dire qu'en général, il y a la montée sèche le vendredi et la montée descente le dimanche. Et aujourd'hui, on retrouve plus ou moins les mêmes coureurs sur les 2 formats, ce qui était quand même moins le cas à l'époque. Et c'est pour ça que les coureurs qui étaient plutôt spécialistes de la montée, ils avaient souvent moins de qualité de vitesse. Ok. Donc c'était vraiment des qualités de force et donc des fois des athlètes qui venaient d'autres horizons, du ski ou du vélo qui étaient performants. Et eux, ils avaient une pratique peut-être un peu moins large, donc ils pratiquaient peut-être un peu moins les courses à plat. Ouais, c'était plus dans des sports ascensionnels en fait, c'est ça. de base. C'est ça. Alors moi, j'étais plutôt spécialiste de la montée-descente, on va dire. Ouais. Même si j'ai eu des sélections et des résultats assez similaires sur les deux. Ouais, c'est ce que sur les 2 formats. Te demander comment tu fais en fait quand t'as une variation si énorme en fait de ce qu'on te demande de faire d'une année à l'autre et même d'un championnat à l'autre, comment tu fais en fait pour avoir une carrière aussi longue, tu vois, ça pourrait faire douter en fait de dire une année ça va être tel type de course et l'année d'après ça va être un autre type de course. Faut quand même être bon dans les 2 disciplines. C'était surtout que c'était souvent la même année où il fallait être performant, où on pouvait être performant sur les 2 disciplines, puisqu'on avait un championnat d'Europe qui était en montée et puis un championnat du monde qui était en montée-descente ou inversement. Ouais. Mais bon, pour être bon en montée-descente, il faut être bon en montée quand même, et l'inverse un peu moins. Voilà. Si on est bon en montée, on n'est pas forcément bon en descente. Mais en fait, moi j'ai bien aimé pratiquer les 2 parce que finalement, c'est des orientations d'entraînement qui sont un peu différentes. Et ça variait du coup au cours de l'année. Et je me répète souvent, mais la variété, c'est quand même quelque chose qui revient à chaque fois et qui est important dans la pratique à court terme, mais aussi à long terme. Donc moi, j'ai pratiqué quand même les deux formats. Et c'est vrai que j'ai été un... Et comment tu te prépares pour ça? Parce que moi, j'ai vraiment la vision cliché. Moi, je t'ai dit, j'en ai fait une fois, mais j'ai fait une toute petite série de préparation de un mois avant l'échéance, donc je connaissais pas forcément cette discipline hyper bien. Mais comment tu te prépares quand tu veux faire de la course en montagne en fait? Est-ce que ça se construit de la même façon qu'un 10 km sur route ou qu'un semi ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu vas sur la piste? Est-ce que tu ne cours que à l'extérieur sur du hors-stade? Ou est-ce qu'en fait, à quoi ça ressemble une prépa un peu, enfin, en tout cas une prépa comme toi tu les faisais quand tu étais en équipe de France? C'est comme je te disais, vu que c'est des qualités qui sont assez variées, la préparation elle est aussi assez variée. Alors le format sur plat qui ressemble le plus, ça va être au moins en temps d'effort, c'est le semi-marathon. Donc c'est une préparation semi-marathon globalement en période spécifique qui est adaptée à la course en montagne. Donc ça va être... alors moi j'ai toujours gardé des séances à plat. Toute ma carrière j'ai gardé notamment des séances intenses à plat, des séances de VMA relativement traditionnelles, au moins une fois par semaine. Et puis après à côté on peut greffer ce qu'on fait à plat en montée. Ou en montée-descente. Donc, quel enfer. Au lieu de faire, je dis n'importe quoi, mais des 400 à plat, on va travailler du coup plutôt en temps d'effort, là, des 1 minute ou des 1:10 avec une récupération qui est toujours incomplète. C'est un peu le même principe que ce qu'on fait à plat. Et on va faire de la PMA, du seuil, du SV2, du SV1. Et tu as un aspect technique aussi, j'imagine, parce que sur trail, on voit plein d'athlètes de trail longue distance, UTMB, tout ça, qui nous disent qui travaillent leur technique, mais les vitesses sont pas du tout les mêmes. Toi, sur un 12 bornes, montée-descente, tu dois être à bloc
tout le temps, de A à Z. Du coup, j'imagine qu'il faut être hyper bon en technique parce que tout peut se jouer sur la descente en fait en course en montagne. Oui, c'est pour ça qu'on fait des séances soit spécifiques descente, ou soit on inclut des fractions de descente dans une autre fraction où il y a de la montée. Par exemple, une séance type, surtout qu'il y a souvent des enchaînements montée-descente. Montée-descente plusieurs. C'est assez rare qu'on ait une seule montée, une seule descente. Donc une fraction typique, c'est un bout de la fraction en montée, un bout de la fraction en descente, plus un bout de la fraction en montée. Par exemple, ça va être quelque chose de très spécifique. Après, en fonction de la longueur de la fraction et de l'intensité qu'on y met, on va pouvoir travailler différents registres, plutôt la puissance aérobie, plutôt le temps de soutien, l'endurance ou le SV2, ou vraiment de l'endurance de base. En fait, on peut tout faire avec le dénivelé. Ouais. Et ce qui se diffère par rapport au plat, c'est l'aspect force. Alors l'aspect force, on l'a forcément quand on fait du dénivelé, mais on va faire aussi beaucoup de préparation musculaire, soit en salle, soit avec le vélo. Ça se fait beaucoup, la force à vélo. Alors moi j'étais un grand adepte toute ma carrière de pliométrie, parce que la pliométrie, on peut l'orienter un peu aussi de la manière dont... T'es réputé là-dedans. Dont on veut. Et la caractéristique de la course en montagne, c'est qu'il y a de la course en descente. Et donc la course en descente, c'est un facteur limitant, c'est la résistance musculaire. Ouais. Et la pliométrie, ça permet de travailler aussi cet aspect résistance musculaire, puisqu'il y a une phase excentrique avec des impacts. J'imagine pas l'état des jambes des routards qui font une course en montagne, et le lendemain, ça doit être horrible pour eux. Parce qu'en fait, quand on fait de la piste ou de la route, on n'a pas du tout l'habitude de travailler ce genre de technique de course. Ça doit être un enfer en fait. Même pour les spécialistes, des fois c'est un enfer. On descend les escaliers, on marche à rien, ça arrive. Et moi, il y a aussi une question que je voulais te poser, c'est que alors c'est une stat un peu bidon, parce qu'elle ne repose sur la constatation que de 2 personnes, toi et Manuel Messa, qui est un peu ton grand rival historique. En fait, j'étais assez curieux aussi de voir que tu as quand même eu une longévité, et lui aussi d'ailleurs assez exceptionnelle dans le paysage de l'athlète français, parce que vous avez quasiment le même âge, il me semble. On a le même âge, ouais. 44 et 44, et vous êtes toujours hyper chaud en course. Et du coup, quand je vois 2 spécialistes de la course en montagne, toujours aussi forts après toutes ces années, ça fait 2-3 ans où en fait vous vous tirez la bourre sur les crosses master pour être champion de France l'un après l'autre. En fait, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé la discipline miracle pour durer un petit peu au top niveau ? En fait, non, mais plus sérieusement, est-ce que tu penses qu'il y a quand même un truc dans la course en montagne qui peut expliquer une certaine polyvalence, une certaine longévité aussi que vous avez connue avec Manu Messa jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, la polyvalence, je pense que c'est ce qu'on a évoqué précédemment, notamment sur les qualités qui sont requises pour la course en montagne. Et sur la longévité, le premier facteur, je pense que c'est la passion pour ce qu'on fait. Ouais, forcément. Et la passion, que ce soit lui ou moi, la passion élargie, pas que pour la course en montagne, pour la course à pied de manière générale. Et puis il y a aussi un facteur qui nous a peut-être un peu préservé, c'est que les longues distances, nous... à l'époque, elle démarrait à 21 km. Ouais. Dès qu'on dépassait la distance du semi, c'était du longue distance. Donc on avait du mal à aller sur des formats plus longs. On y allait plutôt sur le tard, ce qui est complètement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, le long, c'est plus vraiment où ça démarre. Ouais. Puis... Peut-être ça a au moins doublé à 40 km. Ouais, et puis tout le monde veut faire du 100 bornes, 160 bornes. Donc oui, donc tu vois, moi j'ai jamais fait la plus longue distance que j'ai fait en compétition, c'est 85 km. Ouais. Et encore, j'en ai fait 2 ou 3 dans ma carrière. Donc ça, je pense que ça nous a malgré tout préservé. Et puis, aussi le fait de faire des choses différentes, comme tu dis, le cross. Ça a préservé en tout cas notre motivation, ça c'est une certitude, notre envie et sûrement notre physique. Donc, ouais, parce que vous êtes encore hyper fort. Enfin, la Manu Messa, en janvier, à la Prom Classique, il a fait 29-30, je sais plus combien, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, quand on voit les masters... Et il y en a peut-être, je vais dire une bêtise, mais peut-être une dizaine qui sortent encore un peu du lot par rapport aux coureurs amateurs, lambda, qui font encore des championnats de France. Et sur les 10, il y en a 2 qui viennent de la montagne. C'est quand même un truc de fou. Oui, non, mais après, je fais aussi partie des gens qui disent que la course avec du dénivelé, que ce soit course en montagne ou le trail, c'est sous-utilisé dans la pratique des autres disciplines, que ce soit sur route ou sur piste.
je pense que ça a quand même beaucoup d'intérêt à mon sens. Alors, pas que faire que ça, bien évidemment, mais sur les aspects force, sur les aspects motricité, habileté motrice, habileté technique, sur les aspects avec la descente de résistance musculaire. Je pense que ça a quand même des atouts pour les courses qui se déroulent seulement à plat. Ouais. Et ouais, je suis même surpris qu'on utilise très peu le transfert avec... les gens qui courent à plat et ils sont assez rares c'est assez rare que les gens s'éloignent un peu de leur registre, alors que je pense que ça aurait tout intérêt. Et comme la pratique du vélo par exemple, qui est à mon sens peut-être sous-utilisée pour les coureurs. Ouais, c'est vrai que moi j'ai un copain qui est un peu geek, un peu geekos des données d'entraînement, des hauts niveaux et tout ça. Il m'a dit que, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il m'a dit que l'équipe NN Running, donc l'équipe pour laquelle court Kipchoge et d'autres athlètes hyper costauds, en fait, ils avaient publié un rapport annuel où ils montraient le nombre de mètres de dénivelé qu'ils faisaient chaque année, et c'était incroyable. Enfin, c'était incroyable. Peut-être pas pour un trailer qui va faire que ça de son année, mais pour des marathoniens et des gens qui font du 10 semi à plat, ils en faisaient vraiment beaucoup. Donc ça se trouve, c'est peut-être vraiment sous-exploité comme... Ah oui, moi aussi, j'ai eu la chance d'aller au Kenya pendant un petit stage. C'est vrai que tout est quand même assez vallonné. Alors même si c'est pas des dénivelés, comme tu l'as dit, importants, tout cumulé sur une année, si on fait ne serait-ce que 1000 mètres de dénivelé par semaine, ça fait pas mal. Ce qui est déjà beaucoup. Et finalement, pour des gens qui s'entraînent beaucoup, comme les Kenyans, c'est pas beaucoup sur chaque sortie. C'est une centaine de mètres finalement. Je pense qu'ils font même beaucoup plus que ça. Ouais. Et je pense que ça les aide beaucoup sur la résistance musculaire, sur la force, sur le gainage, sur les habiletés techniques. Donc, à creuser du coup. Ouais, je pense qu'il y a un truc à creuser en effet. Et justement, ça fait une bonne transition avec la deuxième partie de l'épisode qui est un peu plus centrée sur la science de l'entraînement, sur toi, ta vision, parce que, on le rappelle, là, on a beaucoup parlé de toi en tant qu'athlète, mais tu es aussi coach. Et donc, tu as, au fur et à mesure des années, développé un peu ta philosophie d'entraînement, ta vision et comment tu construis une saison et un plan avec des athlètes. Du coup, moi, j'avais vraiment envie de faire cet épisode avec toi, pour plusieurs raisons, parce que déjà, tu es une référence dans ta discipline, et ensuite, au-delà de tes performances, tu es aussi un penseur de l'entraînement. Et justement, on voit en ce moment que la course à pied, le trail et de manière générale, tous les sports d'endurance ont un peu le vent en poupe. Il y a un gros effet de mode sur le running, évidemment. Le trail, tout le monde veut faire l'UTMB, et le triathlon, maintenant, c'est un peu le truc qui est en train d'arriver de plus en plus fort. Et on voit du coup plein de nouvelles méthodes qui se popularisent et qui arrivent vraiment au grand public. On entend beaucoup parler de techniques un peu, pas révolutionnaires, mais des nouvelles approches de l'entraînement, des doubles seuils, méthode norvégienne, fartlek kényan, tous ces trucs-là. Mais la course en montagne, c'est quand même un univers bien particulier. Et en fait, je prends un petit peu de temps pour expliquer ma question, mais récemment, j'ai fait un épisode avec Vincent Guyot sur les méthodes dites un peu contrôlées, très douces, double seuil, où on est vraiment dans des allures tout le temps en contrôle. Et aussi j'ai fait un épisode avec François Chiron qui lui est un peu dans le contre-pied, qui est de dire ok, on connaît tout ce qui est monitoring, entraînement contrôlé, mais c'est aussi bien d'avoir des moments où les athlètes se lâchent, on peut les pousser, on individualise un peu plus l'entraînement. Et toi, tu as traversé du coup quelques époques, pas mal de sélections, tu as connu plein d'athlètes, tu en as coaché plein qui avaient des profils différents. Donc tu as eu le temps de construire ta propre philosophie de l'entraînement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu toi, ce que tu as retenu de toute ta carrière de coach, et qu'est-ce qui est important selon toi de mettre en avant quand on veut réussir en course à pied et un peu plus spécifiquement en course en montagne? Ouais, la première réponse, c'est qu'il n'y a sûrement pas de règles. Ouais. Tu vas pas aimer si je réponds ça, mais... Non, j'aime bien. Ouais, non, je crois que l'entraînement, il doit s'adapter à l'athlète que tu as devant toi, à ses caractéristiques physiques, physiologiques, au passé qu'il a, ses caractéristiques morphologiques aussi. Donc, moi, je crois beaucoup à l'entraînement déjà individualisé. Alors moi, j'ai une approche qui est plutôt universitaire à la base, et aussi d'auto-expérience, parce que j'ai testé beaucoup de séances que je mets aujourd'hui à mes athlètes que j'ai fait ton propre laboratoire. J'ai fait moi-même. Mais alors, sur le contrôle des intensités, c'est quelque chose qui a énormément évolué. Aujourd'hui, on a plein de data, plein de données.
À l'époque, à part la fréquence cardiaque, on avait très peu de données. Ouais. Donc c'était le paramètre qu'on contrôlait en priorité. Et encore, tout le monde n'avait pas un cardio-fréquence-mètre. Donc moi, je suis quand même un entraîneur qui donne de l'importance au ressenti. Et je crois que celui qui se connaît le mieux, le rôle du coach, c'est d'amener l'athlète à mieux se connaître, à mieux s'autoréguler. Alors, en lui donnant des billes là-dessus, en associant des valeurs de fréquence cardiaque à des ressentis ou d'autres valeurs. Du RPE, du RPE ou d'autres mesures, du lactate ou de la puissance aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut bien avoir conscience que le seul ordinateur qui contrôle tout, c'est le cerveau de l'athlète. Ça, il faut pas l'avoir oublié. Et il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Ça aussi, il faut bien en avoir conscience. Quand on contrôle la fréquence cardiaque, elle mesure pas que l'intensité de l'effort. On a une fréquence cardiaque de repos qui peut varier d'un jour à l'autre, qui peut être influencée par ton état digestif, le moment de la journée au moment où tu t'entraînes, ton état émotionnel, il y a plein de paramètres qui peuvent influencer la fréquence cardiaque. Donc il faut quand même avoir ce recul-là et de se dire, on va mesurer, je dis n'importe quoi, mais on va mesurer ton SV2 à 172 pulses. La réalité, c'est pas ton SV2 il a 72 pulses tous les jours et il faut pas en déroger. On est déjà un seuil, c'est pas vraiment un seuil, c'est une zone. Mais bon, je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais tu peux, hein. en tout cas, il faut avoir à l'esprit que tout n'est pas figé et que aujourd'hui, on peut adapter l'entraînement en contrôlant des données, mais c'est pas forcément ni adapté à tout le monde, ni tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Et la majorité ne l'ont pas en tout cas. Donc associer des valeurs et son ressenti, à mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment prioritaire. Et en tout cas, moi j'essaye d'amener, alors on peut pas l'avoir quand on démarre une activité, mais j'essaye d'amener mes athlètes à avoir un minimum d'autonomie et un minimum d'autorégulation sur chaque séance, même si je donne la consigne en valeur de fréquence cardiaque, de vitesse ascensionnelle ou de puissance ou de quoi que ce soit. Donc ça veut dire si l'athlète il se sent bien et qu'il va aller un peu plus vite, il peut. S'il se sent un peu moins bien, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il s'écoute et qu'il s'adapte du coup. Oui, alors ça va dépendre un peu le type de séance auquel il est confronté, mais aujourd'hui c'est vrai que les athlètes ils ont quand même tendance à aller plus ou trop vite que oui, bien sûr, que pas assez, donc on est plutôt dans le freinage, on va dire. Donc, oui, c'est mettre une limite de fréquence cardiaque, une limite de puissance. On est plutôt dans cette optique-là. Et après, pour revenir à ta question, moi, je travaille beaucoup aux qualités physiques. C'est-à-dire que chaque séance a un objectif de développement d'une qualité physique, même si, à la fin, la composante, c'est la somme de plusieurs qualités physiques et que dans une séance spécifique, on va arriver à moduler plusieurs qualités. Mais au moins dans la phase générale, moi je travaille beaucoup qualité par qualité. C'est-à-dire une séance elle va être dédiée à la puissance aérobie, elle va être dédiée à l'endurance aérobie de type SV1, à l'endurance aérobie de type SV2 ou à la capacité lactique. Mais je vais pas trop intégrer différents registres dans une même séance. C'est-à-dire que quand je veux développer une qualité, je me focalise là-dessus. Ça, c'est plutôt mon principe. Tu vas pas trop faire, on voit ça de plus en plus, des séances un peu appelées mixtes, des trucs où, je sais pas, les athlètes qui commencent par faire quelques kilomètres assez tranquilles, allure marat, ensuite ils vont faire je vais dire une connerie, des 800 mètres allure semi, ensuite des 400 mètres allure 10 bornes et des 200 mètres pleine balle pour finir. Ça, c'est pas trop ton truc du coup. Non, je dis pas que je vais pas le faire du tout, ça, parce que ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, dans une préparation spécifique, ça peut être intéressant. Mais dans une préparation générale, non, je vais pas trop utiliser ça. Alors il peut y avoir une montée progressive dans l'intensité, mais ça va plutôt être dans l'optique de terminer l'échauffement plutôt que ou de créer de la pré-fatigue. Mais
C'est pas le but de la séance, quoi. Non, le but du jeu, le but de la séance, il va pas être développer SV2 puis après développer une autre qualité. Ouais, on mélange pas tout, on mélange pas les Non, je torchons suis plutôt et les serviettes. Ouais. Ok. Et ça ressemble à quoi, du coup c'est une question un peu compliquée parce que il y a 52 semaines dans l'année, elles sont toutes différentes, on est plus ou moins loin d'une échéance ou pas, mais concrètement, une semaine d'entraînement avec toi, ça ressemble à quoi en fait? Parce que j'ai posé la question à Vincent, j'ai posé la question à François, ils ont des réponses un peu différentes, des choses comme ça. Toi, quand tu fais les planifications pour tes athlètes, c'est quoi un petit peu les questions que tu te poses avant d'écrire leur semaine? J'ai posé la question à François, j'ai posé la question à d'autres entraîneurs. Ils ont des constructions qui sont différentes. Toi, quand tu planifies, voilà, quand tu es en train de faire les plans pour tes athlètes, c'est quoi les choses essentielles que tu te dis, voilà, il faut que dans cette semaine, il y ait ça obligatoirement? Ouais, c'est assez difficile comme, Ouais. comme question et donc comme réponse. Je pense qu'ils ont eu la même réponse que moi. Il n'y a pas de règle, ça va dépendre des caractéristiques de l'athlète, des caractéristiques de la course qu'on prépare, du moment de la préparation. Ça peut être la même chose en préparation générale, en préparation spécifique, en préparation pré-compétition. Alors moi, j'ai plutôt préparé des athlètes, alors moins d'athlètes sur les très longues distances, donc plutôt des athlètes où le registre de la puissance aérobie il est important, c'est un des facteurs déterminants de la performance. Dans la performance en trail et de manière générale dans les disciplines d'endurance, on a les facteurs physiques, on a la puissance aérobie, l'endurance aérobie, le coût énergétique et alors pour les disciplines où il y a du dénivelé, le domaine de la force. Ouais. Ce qui me paraît important, c'est quand même la puissance aérobie, ça a été mon fil conducteur pour moi et pour les athlètes que j'entraîne. Et ça, quelle que soit la période de l'année, quel que soit l'âge. Quand tu dis puissance aérobie, en gros, c'est la VMA. Oui, c'est pouvoir courir vite, longtemps. À plat ou avec du dénivelé, c'est exactement ça. Ok. Ça, c'est vraiment une des clés. Alors, c'est des choses qu'on doit travailler relativement jeune, puisque c'est du registre de VO2 max, et VO2 max, ça plafonne avec l'âge, malgré tout, et ça régresse. Malheureusement. Mais du coup, on arrive à progresser sur d'autres registres, donc notamment l'endurance. Mais quand on n'a plus d'axe de progression sur ce registre-là, le but, ça va être de moins régresser le possible. Donc, du coup, il faut quand même le solliciter. Et les intensités hautes, elles ont aussi un impact qui est hyper intéressant sur le coût énergétique, je trouve. Donc c'est pour ça que les intensités hautes, plutôt du registre de la puissance aérobie, c'est quelque chose qui est toi t'aimes bien qui est mettre primordial à mon sens. Est-ce que ce soit à plat ou que ce soit avec du dénivelé. Ok. Et est-ce que tu es sensible aussi à tout ce qu'on voit un peu aujourd'hui, tu vois, des athlètes qui font beaucoup de double seuil, des choses comme ça, où en fait, c'est une impression, bien sûr, il y a autant d'avis qu'il y a de coachs possibles, mais en ce moment, j'ai l'impression que la mode, c'est un peu de dire on se met jamais de cartouche à l'entraînement, on fait beaucoup plus de volume du coup, parce que comme on va un peu moins vite, c'est moins dur, donc on va faire par exemple une session le matin assez douce mais avec un peu d'actif, et une session un petit peu plus dure le soir mais sans se rentrer dedans. Et il y a un peu cet effet de mode où beaucoup d'athlètes font ça, beaucoup d'athlètes en vente les mérites et tout ça. Est-ce que toi, qui as testé beaucoup de choses, est-ce que toi, tu as eu un peu ces ressentis-là, ou tu penses que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté en course en montagne? Alors, ça, cette optique-là, elle est arrivée quand même assez récemment, je dirais, de faire beaucoup de volume. Cette mode avec beaucoup de volume et des intensités qui sont peut-être globalement un peu moins hautes. Moi, en fait, je suis d'une génération d'entraîneurs où on a essayé d'optimiser l'entraînement de manière à ce qu'on en fasse le minimum pour le maximum d'effets. D'accord. Partisan du moindre effort. Non, pas forcément, mais c'est aussi par rapport aux athlètes qu'on avait en face. Quand tu as des athlètes qui sont professionnels, tu peux leur mettre du volume. Mais quand tu as des athlètes qui sont amateurs et qui ont un boulot, une vie familiale, enfin beaucoup de contraintes autour, l'idée c'est quand même d'être le meilleur possible en faisant ce qu'on peut. En faisant ce qu'on peut, et quelque chose qui est quand même relativement limité. Donc c'est pour ça que peut-être que dans cette optique-là, on est plus tourné vers les intensités hautes. Et du coup, quand on a plus de temps, on fonctionne un peu différemment.
Et je pense que c'est plutôt dans cette optique-là. Aujourd'hui, la société elle a évolué, on a quand même plus de temps libre. Ouais. Les athlètes de bon niveau, ils aiment consacrer beaucoup de temps à leur pratique. C'est des athlètes professionnels de l'époque. Oui, voilà. Donc moi, pour revenir, j'ai pas été un adepte du double seuil. Mhm. Mais je faisais par exemple du double seuil 2 jours de suite, c'était pas forcément dans la même journée. Ah oui, d'accord, tu faisais un truc glissant sur 24 heures par exemple. Voilà. Ok. Ah oui, c'est marrant ça. Ouais, j'avais jamais entendu ça dans ce qu'on Alors, voit un petit peu. c'était pas forcément c'est double seuil à proprement parler, c'était 2 séances de qualité sur des registres qui sont quand même relativement intenses, Ouais. 2 jours consécutifs. Ok. Ouais, d'accord. Et comment tu. Quand tu fais de la route, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais quand tu fais de la route, quand tu fais de la piste, ça m'a l'air quand même assez... alors c'est une science, hein, il faut savoir bien le faire, mais ça m'a l'air quand même assez facile de construire une séance, parce que tu donnes une intensité, c'est facile de la respecter, c'est facile de mesurer, tu as un chrono, tu sais ce que tu fais. Quand tu fais de la course en montagne, quand tu donnes des séances à tes athlètes, en fait, ça dépend tellement de choses que ça doit être hyper dur de savoir s'ils ont un peu toucher la bonne zone, la bonne consigne, ou si jamais ils sont passés à travers d'une séance. Comment tu arrives à gérer en fait tout ça? Oui, c'est beaucoup moins contrôlable. Ouais. On a toujours quand même... Alors, sur des efforts qui sont plus ou moins long, on a toujours la fréquence cardiaque, on a le dénivelé horaire, même si c'est quand même très dépendant de la pente et de la technicité. Ouais. Mais bon, quand on connaît l'athlète, on connaît à peu près ses valeurs de VMA ascensionnel ou de seuil ascensionnel, on va dire. Donc ça nous donne des idées. Après, sur des fractions qui sont courtes, où la marge d'erreur des outils de mesure est importante, ouais. C'est très difficile de contrôler. En effet, ça va être exactement ça, c'est une intention. Okay. Donc c'est une intention 100% de PMA, 90%. Voilà. Moi, je donne souvent une intention 100% de PMA, 95, 90, et ça correspond à un effort maximum. C'est-à-dire que quand je donne 100% de VMA ou de PMA, on est sur un effort maximum qui est de 4 à 8 minutes, tu vois. Ouais. C'est la même chose à plat, hein. Quand je donne une intention de 95%, on est plutôt sur un effort qui est de 15 minutes, 90% plutôt autour de 30 minutes, mais etc. Du coup, ça sous-entend de vachement bien se connaître alors. Faut oui. Quand même, on en revient à ce que tu disais au début, si tu te connais pas, tu fonces dans le mur parce que si tu pars un peu trop vite, tu vas exploser complètement. Mais ça fait partie de l'apprentissage et du coup, mieux se connaître, c'est mieux faire les séances qui suivent. Donc, faut pas le voir comme c'est faire une mauvaise séance parce qu'on a mal régulé son allure ou qu'on a mal contrôlé la pente ou quoi que ce soit. Ça peut être néfaste sur l'instant présent, mais je pense qu'à long terme, ça peut être bénéfique. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi ça demande du temps pour construire un athlète. Ouais, bien sûr. Puisqu'on a moins de contrôle et qu'il y a une partie qui se fait au ressenti, l'expérience elle est importante. Et du coup, je pense que construire un athlète sur des distances, sur des courses avec du dénivelé, c'est plus long que des courses à plat, je pense. Ouais. Et comment parce que tu m'as dit donc que tu avais fait ta première sélection ou ta première victoire sur un grand championnat en 97, 98, c'est ça, si je dis pas de bêtises. 19. Ouais, j'ai presque une bonne mémoire. À l'époque, il n'y avait pas de montre GPS, il n'y avait pas de Strava, de Coros, de je ne sais quoi. Comment vous faisiez en fait pour gérer tout ça? Avec une montre chrono, on faisait... Et comment t'arrivais à savoir un petit peu du coup où t'en étais, tu vois, même... ça devait être complètement différent. Alors les séances à plat, on les faisait déjà beaucoup plus sur la piste, puisque là on avait soit on est sur la piste où on avait des distances qui étaient connues, soit on avait mesuré à la roue du VTT ou avec une roulette de géomètre les distances. Mais après, dès qu'on sortait de là, on n'avait pas de contrôle, non Et est-ce que les méthodes, tu vois, ça j'ai l'impression de radoter au fur et à mesure d'épisodes, mais il y a vraiment un épisode que je rêve de faire, c'est celui sur comment c'était de courir il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec des gens qui étaient compétitifs, compétiteurs, mais qui c'était les années, je sais pas, du coup, à peu près 60-70. Est-ce que toi, t'as vu, entre le moment où ton pote, là, qui avait fait... champion, t'envoyer les plans par la poste, et aujourd'hui, est-ce que beaucoup de choses ont changé dans l'entraînement, ou en fait il n'y a pas eu tellement de changements, toi, dans ta discipline, avec ce que tu faisais à l'époque? Si, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, du changement des connaissances des entraîneurs. On avait très peu de recul sur la course avec du dénivelé à l'époque. C'était de l'expérience personnelle. Il y avait très peu d'études qui étaient sorties à ce sujet. Ça, aujourd'hui, c'est complètement différent.
Et puis, le contrôle de toutes les données, ça a énormément évolué. Mais peut-être qu'on a régressé dans la connaissance de soi. Parce qu'on a trop sous-traité la perception de l'effort, tu veux dire ? Aujourd'hui, alors moi, souvent, je prends un exemple. J'ai l'impression que les gens, s'ils n'ont pas leur GPS, ils vont pas pouvoir s'entraîner. Ah bah ouais. Et moi, je dis à chaque fois, je vais aller acheter un camion de montres juste qui font chrono et timer à la limite. Et puis, je vais la distribuer à mes coureurs. Et ils verront que juste avec cet ustensile-là, on peut, si on se connaît un minimum, très bien s'entraîner. Et c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et si on va, même, tu vas... Alors, tu n'es peut-être pas toi encore allé au Kenya, mais tu vas au Kenya, ils ne sont pas tous équipés avec les montres dernier... Et pourtant, c'est les meilleurs du monde. Dernier cri. Et voilà, et c'est quand même les meilleurs du monde. Ouais. Ils sont sur des terrains qui sont pas plats, qui sont techniques, il y a plein de choses qu'ils contrôlent pas, et ils atteignent, alors les tout meilleurs sûrement que si, mais c'est même sûr que si, mais des athlètes qui ont un niveau exceptionnel déjà, ils n'ont pas ce contrôle-là. Ouais. Donc il faut bien avoir conscience que ça reste possible, même sans tous ces outils. Ça doit te faire tiquer en fait de voir un peu notre génération de coureurs qu'on est hyper dépendants des téléphones, hyper dépendants des algorithmes de prédiction, des trucs comme ça. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est des données qui sont hyper intéressantes, notamment pour le coaching à distance, parce qu'aujourd'hui, on a des retours qu'on n'avait pas du tout il y a quelques années. Donc ça, c'est une super avancée. Ouais. Mais après, il y a aussi le fait que les athlètes et des fois certains coachs n'ont pas le recul nécessaire sur les marges d'erreur des outils de mesure. Ou l'outil de mesure qui n'est pas d'une fiabilité exceptionnelle. Ouais, on prend pour argent comptant ce qu'on voit, alors qu'en fait, ça se trouve, il y a plein de dérives possibles. Et oui, c'est arrivé des fois de se tromper de pacing parce qu'on a tout fait à la montre et que la montre, elle met 10 mètres de plus chaque kilomètre et que ça modifie un peu tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, il y a aussi une question que je voulais te poser. Alors, tu as déjà pas mal répondu à ça, bien sûr, mais il y a un truc moi que je trouve hyper intéressant et j'aimerais tellement avoir l'avis de plein de gens là-dessus, c'est un peu cette dualité. En ce moment, on oppose vachement les trailers, les routards, les pistards pour essayer de savoir un peu qui sont les meilleurs en fait, fondamentalement parlant, parce que factuellement il y a plus de coureurs sur route qu'en montagne, donc on a toujours tendance à dire ce qu'on voit sur route c'est plus véridique que ce qu'on voit un petit peu en trail et en montagne parce qu'il y a moins de pratiquants. Mais en ce moment c'est un peu la folie parce que on en parlait un petit peu en off avant, il y a des coureurs de montagne qui viennent se tester sur route et c'est un succès. Moi je pense à Sylvain Cachard que tu connais très bien, qui a couru 28-50 au 10K de Lille il y a un mois à peu près. Anne-Lise Rousset aussi qui fait une 14 sur semi, qui est quand même un temps vraiment stratosphérique. C'est pas des cas isolés, du coup toi qui connais bien en fait, qui est pile à l'intersection entre montagne et route, est-ce que en fait toi ça te surprend de voir des coureurs qui sont purs produits de la montagne, qui arrivent à transférer aussi bien sur plat? Non, moi ça me surprend pas du tout. Ouais, tu t'y attendais un peu à avoir tous ces résultats? Oui, comme je te disais tout à l'heure, ça a déjà existé. Tu vois, quand j'étais junior, le champion de France, c'était... le champion de France, dans les années 2000, c'était un coureur qui valait 28,55 sans les chaussures carbone. Hein. Ouais, putain, oui, c'est Donc vrai. tu vois, c'était déjà le cas. Ouais. Donc ça me surprend pas qu'aujourd'hui, ces athlètes, ils arrivent à courir aussi vite. Après, chaque discipline a ses propres spécificités. Quand on veut performer dans une discipline, on doit un minimum se spécialiser dans sa discipline. Et du coup, on est forcément plus performant dans la discipline où on s'est spécialisé que là où on est un peu moins spécialisé. Donc, je pense que il y a des périodes de l'année où ces athlètes que tu as cités qui développent des qualités un peu différentes de ce qu'ils vont faire. Ils vont se faire plaisir ailleurs, quoi. Ouais. Et ils sont performants. Non, moi, ça me choque pas plus que ça. Ouais. En tout cas, ça me surprend pas. Et si on faisait... Finalement, il y a peu de gens qui font l'inverse. Il y a beaucoup de coureurs de trail ou de montagne qui vont faire du cross ou de la piste, ou de la route, pardon. Et finalement, il y a très peu de coureurs sur route. C'est vrai. Et qui viennent s'essayer au trail et à la course en montagne. Et alors, c'est sûr, les records nationaux, on va prendre l'exemple de Sylvain, il court 28,50 au 10 km. Aujourd'hui, c'est peut-être assez banal dans le haut niveau français. Mais si on mettait un Jimmy Gressier ou un Fabien Palco ou je ne sais pas quel coureur de plat venir sur un trail ou sur une course en montagne sans une grosse préparation spécifique, je ne suis pas du tout convaincu qu'il serait totalement devant. Ouais. Tu penses qu'il y a encore
que l'aspect vraiment préparation, même s'ils sont... Jimmy est vraiment au-dessus du lot, je pense, par rapport aux autres routards en ce moment. Tu penses que lui, ce serait intéressant de voir ça, ouais, Oui, ce serait intéressant. Alors, je dis pas qu'il serait sûrement hyper performant. Il serait pas dernier, je pense. Mais il y aurait en tout cas beaucoup moins d'écart entre Jimmy Gressier et Sylvain Cachard en montagne que sur le plat. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Et je pense même que Sylvain, il serait... Alors, ça dépend du type de course, de la technicité, du degré de pente, moyen, etc. Mais sur une course assez spécifique, j'aimerais je beaucoup voir ça. Je suis pas convaincu que les meilleurs Français soient devant les meilleurs spécialistes de course montagne du trail. J'aimerais vraiment beaucoup voir ça, mais c'est vrai que, à ma connaissance, le seul... alors, c'est vrai que l'ultra trail, c'est quand même un autre sport, donc on peut pas, tu l'as bien dit, on peut pas demander à un Jimmy qui fait du 10K d'aller se tester sur un UTMB, c'est pas possible. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que le seul, à ma connaissance, qui a un peu testé ça, c'est quand même Hassan Chadi, qui est un marathonien titanesque, qui a essayé de faire un peu les Templiers ou des petites choses comme ça. Ça s'est pas super bien passé à chaque fois. Ouais, alors bon, il était peut-être pas non plus hyper bien préparé, mais en tout cas, ça montre bien que, tu vois, sans préparation, voilà, il a fait Sierzinal, qui est la plus grande course de montagne du monde. Et il a été en grande difficulté. Alors, il y a d'autres paramètres, il y a peut-être l'altitude. Je ne connaissais pas exactement sa préparation à cette période, mais voilà, on voit bien que c'est pas systématique. À tester, du coup. Alors, et puis, il va y avoir des grosses différences individuelles. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui vont très bien s'adapter, puis il y en a qui vont pas du tout bien s'adapter. Ouais. Ah, mais à tester, ça serait hyper intéressant, je pense, de prendre 2 athlètes élites sur route et montagne et d'essayer un peu de les faire tester différents trucs. On pourrait faire un petit challenge, 10 km plat et puis 10 km montagne. Ouais, ce serait vraiment cool. Le cumul des temps, c'est peut-être ce serait vraiment cool de voir ça. Perspective. Et j'avais encore un peu d'autres questions sur l'entraînement. Alors, clairement, là, dans les questions que je vais te poser, l'idée, c'est pas du tout de dire si il y a une bonne manière, une mauvaise manière. Tu l'as bien dit, ça dépend de qui on a en face de soi, de l'objectif, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de s'entraîner, mais c'est plutôt de comprendre comment différentes approches peuvent fonctionner ou non, et en même temps d'avoir la chance de discuter avec toi pour savoir s'il y a des trucs qui ne marchent pas. Selon toi, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois dans l'entraînement des coureurs en montagne ou en trail aujourd'hui, un peu, que ce soit élite, amateur? Est-ce que quand tu vois un petit peu les gens qui s'entraînent, tu te dis putain, non, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, quoi. Aujourd'hui, c'est trop de volume. Ah ouais? C'est vraiment le... Ouais. On voit beaucoup l'entraînement essentiellement par le volume. Et moi, je vois beaucoup d'athlètes qui s'entraînent trop par rapport à leurs conditions d'entraînement. Alors, peut-être pas forcément sur les élites, mais en tout cas pour les athlètes qui sont plus amateurs, qui ont un boulot à côté. Ouais. Je vois beaucoup d'athlètes qui s'entraînent trop de volume, trop souvent, qui se mettent des contraintes trop grandes. Aller s'entraîner à 5h du matin, ponctuellement, ça peut marcher. Pendant 6 mois, c'est pas durable. S'entraîner à 5h du matin, aller au boulot, manger vite fait, faire une pause de midi qui est courte, retravailler et retourner le soir, c'est pas quelque chose qui est durable, tu vois. Donc ça, c'est trop d'entraînement. Et puis, c'est le principal. Parce qu'il y a quand même un truc où, je partage un peu ton avis là-dessus aussi, mais il y a quand même un truc où avant, on était quand même limité. Enfin, j'ai l'impression qu'on sait quand même que le volume, c'est un des premiers facteurs de performance. Bien sûr. Alors, si jamais tu t'entraînes 2 heures par semaine, ça va être compliqué de devenir international. Bien sûr. Mais du coup, de ce que j'ai compris un peu en discutant avec des gens, c'est que avant, on était limité par le volume était limité parce qu'en fait, les chaussures permettaient pas forcément de courir 15 heures par semaine. Maintenant qu'on a des chaussures qui font plus ou moins bien le taf, j'ai l'impression que les gens, ils ont ouvert la vanne du volume et du coup, on voit quand même des progressions. Toi, tu penses que c'est quand même vraiment dépendant de ses objectifs ou tout le monde, enfin, quand tu dis que les gens ils s'entraînent trop, comment tu sais si tu t'entraînes un peu trop en fait? Ça après c'est la quantification de la charge, c'est quelque chose qui est pas facile à mesurer. On met pas facilement un chiffre dessus, de se dire tiens, toi tu tolères 50, toi tu tolères 60, toi tu tolères 100. Ça c'est l'expertise et l'expérience de l'entraîneur. Et aujourd'hui avec toutes les plateformes d'entraînement, on minimise un peu cette expertise de l'entraîneur parce qu'on lui met des chiffres dessus, et des chiffres qui englobent jamais la totalité de la charge d'entraînement. C'est très difficile d'avoir... alors on peut mesurer le nombre de kilomètres, le temps passé à telle ou telle intensité. Après mesurer l'impact du dénivelé, on va mesurer la quantité de dénivelé, mais
La vitesse, la charge va être dépendante aussi de la vitesse, de l'intensité. Ouais. Il y a une charge musculaire, il y a une charge sociale autour, professionnelle. La charge d'entraînement, ça doit englober tout ça. Ouais. Et du coup, On se focus trop que sur des paramètres qui sont propres à la course en fait ouais, pour toi. je pense qu'on focalise beaucoup dessus. Ouais. Et, Vas-y, pardon. et trop, en effet, parce que aujourd'hui, on ne peut pas s'entraîner de la même façon quand on a un boulot à 35 heures, quand on a un boulot à 70 heures, ou quand on a un boulot à 15 heures, ou quand on ne travaille pas. Ouais. Ouais, mais il y a vachement ce phénomène aussi, ce sera un petit peu la dernière partie, mais il y a aussi vachement ce phénomène de maintenant, j'ai l'impression que tout le monde se voit un peu comme un professionnel en fait. Moi, ma génération, on est les premiers touchés, j'ai l'impression. Moi, j'ai plein de copains, on s'entraîne comme des pros entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas tous les à côté, mais on s'entraîne à 10 heures par semaine, il y en a qui arrêtent les études pour s'entraîner, tout ça, donc j'imagine que ça doit être vachement dur de se dire en fait je m'entraîne trop et il faut que je lève un peu le pied. Ouais, alors c'est plutôt valable pour l'ultra-distance. Ouais. Tu vois, tu parles de 10 heures par semaine. Aujourd'hui, tu vas dans l'ultra-distance, ça les fait rigoler. Hein. Ouais, c'est 35 ils heures, sont à c'est un 30 boulot, heures par ouais. semaine. Et pour des gens qui ont comme tu dis, qui ont un travail. Ouais, c'est fou. Donc, c'est pour les distances raisonnables, on va dire, ça reste, la charge d'entraînement, elle reste encore raisonnable. Mais c'est plus pour les gens qui pratiquent la longue distance. Ouais. Et le trail de manière générale, parce que le trail, c'est forcément des distances qui sont un peu longues. et c'est souvent le cas. Ouais, bien sûr. Et est-ce que toi, il y a un principe d'entraînement sur lequel tu as totalement changé d'avis avec l'expérience? Un truc du style, quand tu as commencé, ou en tout cas quand tu as été jeune diplômé, que tu es sorti un petit peu de la fac en te disant voilà ce qu'on m'a appris et tout, est-ce qu'il y a un truc où aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu ton parcours d'entraîneur, d'athlète et tout ce que tu as pu voir dans l'entraînement, un truc où tu te dis ça je pensais que c'était vrai, ou ça je pensais que c'était une bonne idée, en fait c'est pas si important que ça, ou alors un truc que tu aurais rejeté il y a une dizaine ou quinzaine d'années et que maintenant tu places au cœur un peu de ton entraînement? Eh ben c'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît encore plus primordial qu'au début de ma carrière d'entraîneur, c'est la variété. C'est-à-dire que pour développer une qualité, aujourd'hui on peut inventer plein de séances différentes. On peut varier plein de curseurs. Le temps des fractions, le nombre de fractions, la durée des récup, la nature des récup, l'intensité des récup, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait moins. On était assez traditionnaliste. D'une part parce que on faisait un peu aussi par rapport à ce qu'on avait vu et ce qu'on voyait dans les études scientifiques qui étaient peut-être un peu moins poussées, où on jouait sur moins de curseurs. Et donc la variété pour développer une qualité aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Donc faut pas avoir peur de tenter des trucs, de tenter des variantes un petit peu de séances de VMA, de choses comme ça. En tout cas, il faut que l'entraîneur il ait une certaine imagination. Ça me paraît primordial. Voilà, les 3 fois 10 minutes, voilà, on va pas faire ça toutes les semaines, on va pas faire les 10 fois 400, on va pas faire... Alors que ça revenait beaucoup plus souvent il y a quelques années. C'était beaucoup plus... alors je sais pas si rébarbatif c'est le terme, mais en tout cas c'était beaucoup plus monotone. Et aujourd'hui, je trouve en tout cas moi j'essaye d'être un peu innovant et de trouver des séances qui sont à la fois qui bousculent l'athlète, qui le sortent de sa zone de confort, mais qui ont un impact qui est important. C'est ça qui est important à mon sens. Ok, d'accord. Non, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de visions différentes. Tu vois, j'avais un autre entraîneur qui me disait non, au contraire, on a tendance à en faire trop, un peu trop innover et tout ça, et c'est les séances les plus simples qui sont un peu les séances avec les meilleurs stimuli. En fait, il faut trouver un compromis. Bien sûr, aujourd'hui, on voit des trucs, tu sais pas d'où ça sort, c'est tout mélangé. Je te le disais au début de l'épisode. J'aime bien que ça soit quand même focalisé sur une qualité, mais voilà, on n'est pas obligé de faire tout le temps 10 x 400. On peut trouver. Alors, je dis pas que 10 x 400, ou 10 ou 12 x 400, c'est pas une séance qui est ni efficace ni importante. On peut faire différemment. Mais en tout cas, on ne doit pas faire ça tout un cycle. Ouais, c'est marrant. Et Julien, j'aimerais bien qu'on passe sur la dernière partie de l'épisode. Alors, on a déjà traité plein de questions là. Je suis en train de balayer un peu mes questions. En fait, je vais devoir en rayer plein parce qu'on a déjà abordé pas mal de sujets. Mais moi, il y avait une question, il y avait une thématique que je voulais aborder avec toi, justement. Du fait qu'on a du fait que tu aies la chance d'avoir une longue carrière et d'avoir vu pas mal de générations passer, d'avoir connu l'évolution de notre sport, d'avoir été là même un peu
avant les débuts du trail, d'avoir connu un peu aussi le creux de la vague de la course sur route, parce qu'aujourd'hui c'est hyper populaire, mais ça l'a pas toujours été. Dans les années 2000, il y avait quand même une petite baisse. Donc aujourd'hui, la course à pied, elle connaît une vraie popularité. La course en montagne et le trail, ça suit le mouvement et ça s'accélère même de plus en plus vite. La seule différence entre les deux, j'ai l'impression que c'est que le trail, c'est une discipline relativement jeune au sens professionnel du terme. On commence à avoir pas mal d'athlètes pros, alors qu'en route, il y en avait déjà un peu plus, en piste aussi. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce que c'était que la course à pied avant, la course à pied avec les variations que tu as connues. Moi, il y a une question que je voulais savoir, que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, c'est clair, le niveau sur route et sur piste, il augmente. Tu regardes les bilans nationaux du 10 km, du marathon et tout. Je prends une petite stat, mais aujourd'hui, quand tu fais 30-0-0-10, il me semble, alors il faudrait voir l'actualisation des bilans, mais que tu es à peu près 180e, 170e, ce qui est énorme, alors qu'il y a 10 ans, tu étais 45e, je crois. Du coup, le constat, c'est que ça augmente. Est-ce qu'en course en montagne... Là, je vais être à moitié d'accord quand même. Ah ouais, Ouais. Ah bah, je vais te laisser développer juste après, mais du coup, en tout cas, moi, le constat que j'en fais, c'est que ça augmente, et le niveau augmente. Et c'est très facile de s'en rendre compte sur la route, sur le plat, mais est-ce que toi aussi tu observes cette évolution en course en montagne ? Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou pas tellement ? Non, aujourd'hui, on ne peut pas nier l'apport des nouvelles technologies sur les chaussures. Et alors, j'ai pas fait d'études là-dessus, je ne connais pas les statistiques exactes, mais on parlait de 40 secondes de gain au 10 km. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est peut-être pas si loin que ça. Et du coup, ça devient incomparable avec les chronos d'avant cette technologie-là. Alors, il faudrait prendre l'exemple. Hein. Si on rajoute 40 secondes à tout le monde, est-ce qu'il y a plus de gens qui sont sous 30 ? Sûrement un peu plus. Ah oui, d'accord, ok. Sûrement un peu plus, mais en niveau de performance, ça serait peut-être... aujourd'hui, le 30 d'aujourd'hui, il correspond au 31 d'hier. À 30-40 d'hier. Donc il faudrait analyser ça de manière un peu plus subtile que par des chiffres bruts. Ouais, ok. Mais je suis quand même d'accord avec toi, la densité augmente. Oui, en tout cas, la densité, ça c'est sûr, elle augmente. Ouais. Sur les perfs de pointe, on voit les records qui tombent, mais finalement pas non plus de nombreuses minutes ou de nombreuses secondes par rapport à ce qui se faisait avant les nouvelles générations de mousse et de plaques. Donc le niveau finalement il augmente pas plus qu'avant, je dirais. En tout cas il augmente, mais il a toujours augmenté en tout cas. Ouais. La densité augmente un peu puisque comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de pratiquants, forcément. Logique, ça amène en fait. plus de densité sur tous les niveaux de pratiquants. Ouais. Et en course en montagne ou en trail, c'est plus difficilement évaluable. Il y a toujours des parcours un peu références. Même si j'imagine. Alors oui, Zegama, bon, après il y a les conditions météo qui jouent aussi. La grande référence en course en montagne, ça va être Sierzinal. Oui. Alors oui, pareil, les chronos ils ont évolué un petit peu. Il y a plus de densité, mais je crois que les pelotons sont aussi bien fournis, donc ça va de pair. Ouais. Le niveau, il a quand même, oui, globalement augmenté, mais je crois que le niveau des tout meilleurs d'il y a 10 ou 15 ans, il serait quand même relativement proche des tout meilleurs d'aujourd'hui. Le plafond reste le même, c'est juste ce qu'il y a en dessous qui change un peu, quoi, du coup. Ouais, il y a peut-être quelques progrès, mais je pense pas que ce soit si significatif que ça. D'accord. Tu vois, je lisais un article, alors Jim Walmsley qui a couru 50 km avec 1500 mètres de dénivelé en 3,40. Ouais. Je sais plus sur quelle course c'était. On dit que c'est exceptionnel. Moi, en 2008, j'ai couru le trail de Gruissant, 50 km, 1500 mètres de dénivelé en 3h25, tu vois. Ouais, d'accord. Alors, bien sûr, ça dépend de la technicité. Oui, bien sûr. Mais on voit bien que c'est... Alors, je prétends pas du tout avoir le niveau de Jim Walmsley, mais on voit bien que finalement, c'est pas à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. C'est des choses qu'on retrouvait déjà à l'époque. Ouais. Okay. Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai que désolé, je fais un petit aparté, mais c'est vrai que il y a Dominique Chevelier qui aime un peu ressortir de temps en temps ses carnets d'entraînement avec ses records et tout, et c'est vrai qu'en fait des fois il monte des trucs
qui sont pas du tout déconnectés de ce qu'on voit aujourd'hui en termes de performance en fait. Non, bah oui, Chocho, bah moi je l'ai connu, je le connais assez bien. Il a couru, si je dis pas de bêtises, autour de 11 au marathon, avec des chaussures ancienne génération. Alors lui, il va nous dire que le gain est autour de 5 minutes. Bon, je serais peut-être un peu plus mesuré, mais même si on enlève 3 minutes, il courrait 2,8. Ouais, ce qui est correct en soi. Aujourd'hui, combien de Français courent 2,8 ? Il y en a pas beaucoup. Il y en a quand même même pas une petite dizaine. Donc finalement, tu vois, quand on revient au fait que le niveau il a augmenté un peu, c'est sûr, mais on reste quand même sur si on compare ce qui est comparable, ça reste assez proche. Okay. Benoît Z, il a couru 2,6 sans chaussures magiques, tu vois. Ouais, c'est dingue ça. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Ouais, c'est fou. Ouais, quand on voit que c'est ce que Kipchoge a fait à peu près à Londres ce week-end avec les toutes dernières carbone et tout, c'est vrai que c'est ouf de se dire que Benoît Z, il a réussi à faire ça tout seul comme un grand, quoi. C'est un truc de fou. Et dernière partie avant qu'on s'arrête. Alors tu l'as pas forcément dit, mais tu coaches et t'accompagnes donc pas mal d'athlètes, notamment, si je dis pas de bêtises, le team Nike Trail Espoir. Avec pas mal de jeunes talents, c'est un peu la spécificité de cette équipe. En fait, on voit de plus en plus de teams d'athlètes en trail, et j'ai même l'impression qu'il y a de plus en plus qu'il y a plus de coureurs professionnels en trail qu'en athlètes purs, en route, en athlètes sur piste et tout ça. Alors que c'est une discipline qui est factuellement moins pratiquée. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui font du trail qu'il y a de gens qui font du road running, en fait. C'est quoi un peu ta vision sur cette évolution ? C'est quoi ton explication de personnes qui connaissent bien un peu tous ces domaines-là ? C'est quoi ton explication sur le fait que le trail attire autant de sponsors et d'équipes et de moyens et de teams que ce qu'on constate en athlétisme où les athlètes, ils ont du mal à en vivre, en fait ? Moi, je pense qu'on idéalise un peu quand même ce qui se passe dans le trail. Des athlètes pros, il y en a quand même vraiment professionnels dans le sens où ils gagnent leur vie à plein temps. Là-dessus, il y en a quand même pas des quantités énormes. Aujourd'hui, voilà, dès qu'on a un petit contrat financier, on dit qu'on est pro. Ça fait classe d'être pro. Mais finalement, ils ont quand même un petit boulot à côté. Donc, est-ce qu'ils sont... Être pro dans la démarche et être pro financièrement, c'est quand même des fois des choses c'est pas pareil. Qui peuvent être différentes. Et les équipes, les équipementiers, les équipes, les teams jouent beaucoup là-dessus. Voilà, on est un team pro, mais finalement, quand il y a 2 athlètes qui sont pros sur 10, c'est pas du tout comme ce qui se passe dans le vélo, par exemple. Donc je pense que les gens idéalisent beaucoup les montants des contrats et la vie des athlètes, alors qu'il y a beaucoup qui vivotent. C'est précaire, c'est assez précaire. Et il y a beaucoup d'athlètes qui travaillent à côté, et il y a beaucoup on idéalise un peu cette vie de facile, voilà, on va courir en montagne, on gagne sa vie tranquillement. Mais donc c'est un peu un mythe. En tout cas, moi c'est ma vision très cartésienne de plutôt athlète de piste et de route, de dire mais putain j'ai l'impression qu'en trail ils sont tous pros, qu'il y a de l'argent à foison, que c'est hyper facile pour eux d'en vivre, alors que moi les athlètes élites que je connais sur route c'est plus compliqué. Ça c'est un peu un mythe, du coup toi tu penses c'est un peu un mythe. Après c'est quand même, il y a un minimum de réalité malgré tout. Il y a sûrement une proportion plus importante d'athlètes pros en trail que dingue, sur route. Mais après voilà, il y a un peu plus de business entre guillemets autour de la pratique, notamment au niveau du matériel. Tout ce qui est équipement, chaussures, textiles, sacs, lunettes, montres. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de matos dans cette discipline. Du coup, les athlètes, ils arrivent aussi à avoir des partenaires qui sont un peu plus variés, un peu plus nombreux. Et il y a aussi beaucoup de communication qui est fait autour de l'image du trail, parce que ça crée des belles images. C'est sûr. Courir en montagne, sur des sentiers techniques, à des vitesses élevées. Et finalement, ça fait rêver les gens. Et du coup, il y a un peu plus d'argent peut-être que sur la route. Mais malgré tout, alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, parce que cette équipe dont tu as parlé, elle n'était pas sponsorisée par les mêmes partenaires il y a quelques années. Et on a testé beaucoup et accueilli beaucoup d'athlètes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu systématiquement. Les jeunes, ils idéalisent la pratique. Ils ont l'impression que parce qu'ils sont dans un team, ils vont devenir pros et bons. Mais c'est pas systématique. Ils peuvent devenir pros grâce à un team, mais en tout cas, pour être bons, il va falloir un accompagnement, s'entraîner, prendre son temps, planifier les choses de manière cohérente.
Et puis aussi avoir un minimum de qualité Faut à la base. rester bon, quand même. Donc, et donc, quand on pose la question qu'est-ce que veulent faire les jeunes, c'est devenir pro, par exemple, aujourd'hui. Alors que moi, ça me serait jamais venu à l'idée, c'était pas un objectif en soi. Ouais. Aujourd'hui, devenir pro, c'est un objectif sportif, entre guillemets, alors que l'objectif sportif, c'est gagner des courses, gagner des médailles, être en équipe nationale, remporter des championnats. Et aujourd'hui, devenir pro, ça peut être un moyen pour atteindre ces objectifs-là, mais c'est souvent vu comme un objectif à part entière et un objectif premier. Ouais. C'est pour les mauvaises raisons. Et souvent tronqué, parce que finalement, c'est compliqué. Même si aujourd'hui, il y a d'autres moyens que la performance d'avoir de la visibilité, d'avoir des partenaires. C'est quand même pas facile de s'entraîner, de faire des images. C'est enfin, voilà, moi, c'est pas du tout mon registre et c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise, donc c'est pas des choses que j'ai fait. Ouais. Mais en tout cas, les marques ont beaucoup profité de ce phénomène-là. Qu'il y avait des belles images à faire, que les gens avaient envie de parler d'eux, de se montrer, ce qui est peut-être un peu moins le cas sur la route. Peut-être que la route, c'est un peu moins fun, entre guillemets, un peu plus traditionnel. Après, ça se trouve, il y a peut-être aussi une autre explication. Tu vois, j'en discutais avec c'est une question que j'aime bien poser, en fait, pour avoir différents avis. Et une explication que j'ai trouvée pas si déconnante que ça aussi, c'est que pour une marque, c'est plus facile, entre guillemets, d'avoir des champions sur trail, parce que comme c'est un sport qui est moins quantifié, en fait, il suffit, entre guillemets, bien sûr, de gagner une course pour devenir le champion de la course. Ouais. Et du coup, tu peux avoir beaucoup plus d'athlètes élites et capitaliser sur eux beaucoup plus facilement, parce que en fait, il suffit d'avoir gagné une course une fois, une autre course une fois, une autre course une fois, et du coup, tu peux avoir un petit peu ta légende, alors que sur route ou piste, où là, c'est beaucoup plus quantifié, en fait, c'est simple. Si t'es hors 20e du bilan, aux yeux du grand public, t'existes pas. Ça peut être aussi une explication. T'as très bien résumé le phénomène qui se passe dans le sponsoring non, mais c'est intéressant. Dans le trail. Aujourd'hui, il y a des cotations qui existent, la cote ITRA, la cote UTMB, ça reste quand même, il y a une marge d'erreur qui est quand même importante, c'est parfois difficile de comparer des courts et des longs, des techniques et des pas techniques. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez facile de gagner des courses, malgré tout, quand tu as un niveau qui est quand même un minimum bon, et de, entre guillemets, faire croire que c'est le top niveau, parce que en plus, des courses très médiatiques ont un niveau qui est relativement faible, entre guillemets. Ah oui, en termes de densité, tu veux dire ? Oui. Genre le top la tête de course est bonne, mais la densité reste accessible, en fait. Voilà, donc tu peux avoir fait un bon résultat sur une course qui est très médiatique, mais qu'en soit le résultat, il soit relativement moyen. Oui, alors que sur route, en effet, si tu fais 28 au 10 km, si tu fais 28, si tu fais 30, tu fais 30, c'est facilement comparable. Oui, d'accord. Et on sait que celui qui fait 30, il est moins fort que celui qui fait 28. Alors qu'en trail, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et puis aujourd'hui, la communication qu'on peut faire, soi-même ou par les partenaires, ça peut être très varié. Comme je te disais, à l'époque, pour qu'on parle de soi, il fallait qu'on gagne une course pour être dans la presse écrite. Aujourd'hui, tu peux faire parler de toi sans avoir fait de résultats. Et du coup, il y a beaucoup d'athlètes qui s'en servent. C'est pas... c'est un moyen maintenant. C'est pas un souci, mais aujourd'hui, dans le milieu du trail, il y a des gens qui ont un niveau qui est loin de l'élite et qui sont plus pros que des gens qui sont dans l'élite et qui communiquent moins. Ouais, bien sûr. C'est pas forcément lié, le niveau de contrat des athlètes n'est pas forcément lié au niveau sportif. Oui, c'est décorrélé parce que maintenant l'aspect communication, en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui ont des contrats d'image, en fait, maintenant aussi, où ça fait partie de leur job de parler, se montrer, tout ça. Et la dernière question avant qu'on s'arrête, c'est que moi, quand j'ai commencé à courir, on parlait du trail, il y avait Kilian Jornet, toute cette équipe un peu de pionniers qui disait je vais pas faire l'accent de Kilian Jornet, mais le trail, c'est la nature, c'est la montagne, c'est la connexion avec tout ça. Et c'était un sport d'endurance, alors trail et course en montagne, mais c'est des sports d'endurance basés sur le plaisir, l'exploration, la découverte, être un peu dans la nature et tout. Mais avec la montée du professionnalisme qu'on voit aujourd'hui, avec toutes les teams pro, beaucoup d'amateurs aussi qui se professionnalisent, est-ce que selon toi tu
tu penses pas qu'on risque de voir apparaître un peu des dérives similaires que ce qu'on voit en cyclisme, où en fait on n'est plus là pour le plaisir, on est là vraiment pour la gagne, pour toucher un peu des primes, des choses comme ça. Ah, ça, c'est le principe du sport de compétition. Hein. Je Ouais. pense que, mais c'est pas parce qu'on est là pour la gagne et pour gagner une prime qu'on n'est pas là parce qu'on aime la nature et qu'on est bien dedans. C'est vrai, c'est vrai. Il faut quand même faire la part des choses. Donc, je pense que des gens qui sont que là pour l'argent, pour la visibilité ou pour gagner des courses, il y en a quand même, c'est la marge, Mhm. il y en a peu. La grande majorité, ils ont quand même une passion pour la nature, pour la montagne, pour l'environnement. Ils sont sensibles à l'environnement dans lequel ils évoluent. Ouais. Et je pense que pour durer dans ces disciplines-là, ça ne peut pas en être autrement. Ouais, il faut aimer ça foncièrement en fait. Oui, je pense. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Julien, l'épisode touche maintenant à sa fin. C'était super cool de pouvoir discuter avec toi, d'avoir un peu ton retour sur la course en montagne, la science de l'entraînement, sur un petit peu l'évolution de ce sport qui est pas tout jeune, mais avec le trail un peu mis sous les projecteurs en ce moment. Du coup, c'était vraiment super sympa de pouvoir échanger avec toi. Comme toujours, ou plus ou moins toujours, avant de se quitter, j'ai les 2-3 petites questions traditionnelles d'On Your Marks. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut se mettre à la course en montagne et progresser, ce serait quoi ? Le premier truc que tu dirais à quelqu'un qui dit Julien, je veux devenir coureur de montagne. Déjà, il faut qu'il ait le plaisir à le faire. Ouais. Ça, c'est la clé, c'est ça. Ouais. C'est le plaisir. C'est aimer, enfin, faire ce qu'on aime. Ouais. Donc, Ok. si on n'aime pas la nature, si on n'aime pas la montagne, il faut pas faire ça. Ça va le faire. Donc, si vous aimez ça, foncez. Et autre question que je voulais te poser, est-ce que alors maintenant j'arrête de poser la question pour les avoir à mon micro parce qu'en fait à chaque fois c'est trop compliqué d'avoir tous les invités que vous me recommandez, mais toi j'imagine qu'il y a des auditeurs qui vont être intéressés par ce que tu vas dire et qui vont peut-être aller se renseigner. Est-ce qu'il y a un athlète, un entraîneur, une personnalité, quelqu'un que tu connais un peu du milieu de la course à pied que tu me recommanderais d'inviter, ou en tout cas que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent d'aller voir et de découvrir? Alors, dans le milieu de la course à pied, aujourd'hui, il y a une multitude d'entraîneurs qui se forment sous toute, il y a toute manière de se former. Mm-hmm. Moi, j'ai été... alors, c'est une personne qui est décédée, c'est Pascal Balducci, qui Oui. on doit beaucoup un nom qui est assez connu. Ouais. dans le domaine de l'entraînement, dans le trail. Alors, tu pourras pas l'interviewer, mais c'était vraiment une personne... à qui on doit toujours rendre hommage parce qu'il a énormément été influent et toujours de bons conseils. Donc c'est des personnes comme ça. Moi j'aime bien les personnes qui ont l'expérience du terrain et l'expérience de connaissances extérieures. Ouais. Alors il n'y en a pas d'autres qui me viennent spéciellement à l'esprit, mais... Non, mais c'est un bon début déjà pour aller se renseigner un peu sur donc, Balducci. et en plus il a écrit plusieurs livres, donc je vous conseille ces bouquins. D'accord. Et ultime question, où est-ce qu'on peut suivre ton travail, ton activité d'entraîneur ? Est-ce que tu as un compte Insta ? Je pose la question, mais je connais déjà la réponse. Mais est-ce que tu as un Instagram ? J'en sais rien. Est-ce que tu as un Facebook, un site, un blog où tu racontes un peu ce que tu fais, tu montres un peu ton travail et tout, ou pas tant ? Alors pas tant, pas du tout même. Pas du tout. Non, les réseaux sociaux, je suis assez inactif dessus. J'ai un compte Facebook comme les anciens de ma génération, mais qui est plutôt axé sur ma pratique sportive. Mais non, après j'ai collaboré à des articles sur certaines revues ou sur certains sites internet, mais j'ai pas de lieu où on peut retrouver tout ce que... T'as pas de blog, t'as non. pas tellement de trucs comme ça, quoi. J'ai un site internet, mais il y a très peu de... D'accord, C'est donc en plus fait... pour une interface de visibilité plutôt que de Donc si de on veut contenu. suivre ton travail, en fait, il suffit de voir tes résultats, voir les résultats de tes athlètes. Il faut venir parler avec moi sur les D'accord. courses. Je le ferai avec grand plaisir, en tout cas. J'invite tout le monde à aller te voir, c'était vraiment super sympa. Écoute, merci beaucoup Julien, c'était vraiment cool. Bon courage pour tes prochaines courses à venir. Essaye de prendre soin de toi et de soigner un peu ton pépin du moment. Et puis on se retrouve très vite sur les compétitions. Merci à toi, c'était bien agréable en tout cas. Salut. Salut. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Your Marks. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur la course en montagne et sur l'entraînement.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous, à en faire la promotion sur les réseaux sociaux et sur tous les autres types de plateformes. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire du sport, n'oubliez pas de courir, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt!